Bien, donc bonsoir à toutes et à tous. Je suis donc un chercheur du service public et je le revendique. Et en tant que chercheur du service public, je crois qu'il est extrêmement important, qu'il est de notre devoir même, je dirais, d'informer les citoyens de ce qui se trame dans nos labos. Je crois que l'époque où les chercheurs travaillaient tout seuls dans leur coin sans se soucier du reste de la société est, ou devrait être en tout cas, révolue. Les recherches, qu'elles soient fondamentales ou appliquées, elles ont inévitablement des retombées sur l'ensemble de la société. Je crois que les OGM en sont un parfait exemple. Et par conséquent, là encore je le répète et j'insiste, eh bien, il est du devoir des chercheurs, en particulier du service public, d'informer les citoyens pour leur donner les outils de participer justement à des grands débats citoyens sur des sujets aussi fondamentaux que les OGM, le clonage thérapeutique, le clonage humain, le nucléaire, etc. J'en passe et bien d'autres. Je suis donc effectivement maître de conférence en génétique moléculaire. Alors maître de conférence, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait je fais de l'enseignement et de la recherche. Donc j'enseigne à l'université Paris-Sud et au niveau recherche, j'ai un laboratoire au sein de l'Institut de génétique et microbiologie sur le centre scientifique d'Orsay. Alors les OGM, vous en avez tous beaucoup entendu parler à partir du moment où ils ont colonisé le monde agroalimentaire, c'est-à-dire depuis environ le début des années 90. Mais les OGM ne sont pas que agroalimentaires. Les OGM, ça fait 30 ans qu'on les utilise dans les laboratoires, pour la recherche fondamentale, pour le domaine médical également. Donc ils ont multiples domaines d'application, multiples facettes. Et ce sont en fait un petit peu ces multiples facettes que j'ai représentées ici de façon caricaturale, à savoir, est-ce que les OGM sont des organismes géniaux et merveilleux, ou des organismes génétiquement monstrueux, ou encore des outils génétiques de marketing. Moi, personnellement, je pense que les OGM pris dans leur globalité, c'est un petit peu tout ça à la fois. Tout dépend de quel OGM on parle, et dans quel contexte on les utilise. Et par conséquent, quand j'entends beaucoup de scientifiques qui ont tendance à toujours faire l'amalgame en mettant tous les OGM dans le même paquet, et à chaque fois qu'on va à une émission télévisée ou qu'on voit une émission télévisée sur les OGM, il y a toujours un petit film de vulgarisation au début qui nous présente les OGM en mettant une couche de médicaments entre deux feuilles de maïs, donc justement pour faire l'amalgame et pour utiliser la vitrine médicale pour mieux servir des arguments sur l'agroalimentaire. Et ça, je trouve ça particulièrement malhonnête. Chacun est libre d'être contre tous les OGM ou d'être contre certains, d'être pour d'autres, etc. Peu importe. Mais en tout cas, il est extrêmement important, par souci d'honnêteté, de ne pas tout mélanger. Et vous allez voir que les problèmes posés par les OGM ne sont pas les mêmes en fonction des domaines d'application. Je vais d'abord définir ce que c'est qu'un OGM, parce qu'il faut bien définir toujours ce dont on parle. Alors, la vraie définition, c'est pas ça. Et le problème d'une définition, c'est comme quand on va chercher un mot qu'on ne comprend pas dans le dictionnaire, il est souvent expliqué par d'autres mots qu'on ne comprend pas. Mais vous allez voir, dans la suite de mon exposé, ça devrait, je l'espère en tout cas, donc s'éclaircir, tout devrait se clarifier. Et puis ensuite, je vais vous donner un certain nombre d'outils de biologie de base. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ça va être extrêmement simplifié, extrêmement vulgarisé. S'il y a des biologistes dans la salle, ce sera trivial pour eux et je m'en excuse, mais le but c'est que tout le monde s'y retrouve. Et donc je vais effectivement donner les outils de biologie de base qui vont permettre à chacun d'entre vous de comprendre sur quoi repose la possibilité pour l'homme de fabriquer des OGM. De façon à ce que ça fasse tilt quand vous allez à nouveau en entendre parler, et surtout pour ne pas vous laisser dire tout et n'importe quoi. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous parler, à travers des exemples concrets, des différents domaines d'utilisation et d'application des OGM. La recherche fondamentale, qui est le mien, le domaine de la recherche médicale, notamment sur le plan de la production des médicaments, et puis je terminerai bien sûr par l'aspect qui nous intéresse essentiellement ce soir, qui est l'aspect agroalimentaire, et je vous expliquerai en quoi l'introduction des OGM dans l'environnement pose des questions nouvelles. Et justement, je terminerai par les risques sanitaires et environnementaux par rapport à l'introduction des OGM dans l'environnement. Voilà, alors c'est parti. Donc, chose promise, chose due, qu'est-ce qu'un OGM? Alors, je vais vous donner deux définitions des OGM. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une bonne et une mauvaise. Les deux définitions sont valables, mais il y en a une qui est la définition dite académique, c'est-à-dire qui englobe tous les OGM, quels qu'ils soient, et quel que soit leur domaine d'utilisation et d'application. D'accord? Et puis il y en a une autre, un peu plus restrictive, qui, elle, concerne l'essentiel des OGM qui nous intéressent ce soir, c'est-à-dire des OGM agroalimentaires, mais ceci dit, pas tous les OGM agroalimentaires. Et vous allez voir à quel point il est bien important d'avoir saisi ces deux définitions, parce que là encore, il y a un certain nombre de personnes, notamment les chercheurs, qui profitent de cet aspect restrictif de cette deuxième définition pour dire que certains OGM n'en sont pas. La définition académique est la suivante. Elle dit qu'un organisme génétiquement modifié, donc un OGM, il y en a qui préfèrent organisme génétiquement manipulé, moi j'aime assez d'ailleurs, donc on peut utiliser l'un ou l'autre, on va dire organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant, ça peut être un végétal, un animal, un microbe, tout organisme vivant,
dont les caractéristiques génétiques initiales ont été modifiées de façon non naturelle, c'est-à-dire par l'intervention de la main de l'homme, par addition, suppression, remplacement ou modification d'au moins un gène. Quand on a dit ça, on a défini tous les OGM, quel que soit leur domaine d'application, d'utilisation. Il y a une définition un peu plus restrictive qui consiste à dire qu'un OGM, c'est un organisme qui héberge au moins un gène qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire, vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans l'éléphant, l'éléphant est un OGM. Vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans le maïs est un OGM. Vous prenez un gène humain, vous le mettez dans la bactérie est un OGM, etc., etc. Et je vous donnerai des exemples concrets de ça. D'accord? Et vous avez certainement entendu parler également d'organismes transgéniques. On va dire qu'un organisme transgénique, un OGM, c'est la même chose. Le transgène étant justement le gène étranger qu'on a pris d'un organisme A pour mettre dans un organisme B, et la transgénèse étant l'ensemble des processus qui permettent de fabriquer des OGM. D'accord? Bien. Alors, je vais donc maintenant vous expliquer sur quoi repose exactement la possibilité pour le chercheur, pour l'homme, de fabriquer des OGM. Tout organisme vivant est constitué de cellules. D'accord? La cellule, c'est un petit peu l'unité de la vie. D'accord? Alors, il y a des organismes qui sont constitués d'une seule cellule. C'est ce qu'on appelle des organismes unicellulaires. C'est le cas de certains microbes, comme les bactéries, les levures, la levure de boulanger, entre autres, etc., etc. Et puis, il y a d'autres organismes beaucoup plus complexes, comme les animaux, les humains en particulier, les plantes, qui sont constitués de milliards de cellules. Nous, par exemple, les humains, on a des cellules, ou les animaux en général, il y a des cellules du cœur, des cellules du foie, des cellules du rein, des cellules sanguines, les globules rouges, les globules blancs, les cellules osseuses, etc. Voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire. On est un tas de cellules et tout fonctionne en harmonie pour faire cet organisme qui est l'homme, ou qui est l'animal, ou qui est... voilà. Et la plante, c'est pareil, il y a des cellules de la tige, des cellules de la racine, des cellules de la feuille, et tout ça fonctionne pour former donc cet organisme qu'est la plante. Alors ces cellules, elles ont bien sûr des spécialités très différentes. Les cellules du cerveau ne font pas la même chose que les cellules du cœur, que les cellules du foie, que les cellules du rein. Et chez la plante, c'est pareil, les cellules de la tige ne font pas la même chose que les cellules de la feuille ou les cellules de la racine, mais elles ont néanmoins, toutes ces cellules, également des caractéristiques communes. Et ce sont à ces caractéristiques communes que je vais m'intéresser maintenant. Alors, en fait, donc, les cellules ont aussi des formes très différentes. Une cellule du cerveau ne ressemble pas, du point de vue morphologique, à une cellule du cœur ou à une cellule du foie. Mais on va imaginer, pour faire simple, que la cellule, ça a la forme d'un ballon de rugby, ce qui est le cas de certaines d'entre elles, d'ailleurs. D'accord? Et on va couper longitudinalement ce ballon de rugby pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors là, déjà, mon schéma, il est extrêmement simplifié. Il y a énormément, il y a des vésicules, il y a des compartiments, c'est un véritable labyrinthe, d'accord? Ce que j'ai représenté en orange, là, par exemple, c'est les poumons de la cellule, c'est ce qui lui permet de respirer, donc à l'échelle cellulaire. Et il y a plein de choses comme ça, il y a plein de structures, plein de compartiments qui sont très spécialisés, etc., etc. Et puis, il y a un compartiment un peu plus gros, là, que j'ai représenté sous la forme d'une grosse boule beige, ici, qu'on appelle le noyau. Alors, si on regarde, donc, un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur d'un noyau, alors je répète, ça, c'est une cellule, et on est constitué de milliards de cellules comme ça. D'accord? Donc, on est constitué de milliards de petites usines qui fonctionnent toutes en harmonie. Alors, le noyau, si on regarde un peu plus près ce qu'il y a dedans, eh bien, on trouve des grosses molécules qui sont compactées donc, pour rentrer à l'intérieur, et ces grosses molécules compactées, c'est ce qu'on appelle des chromosomes. Alors, les chromosomes, nous les humains par exemple, on en a 23 différents. Ils sont tous en double, ça fait 46, sauf dans nos spermatozoïdes et dans les ovules, où il y en a 23 et 23, et quand un spermatozoïde rencontre un ovule, ça fait 23 et 23, 46, et c'est reparti pour un tour. D'accord? Alors, moi je travaille sur la levure de boulanger qu'on a 16, je travaille sur un champignon microscopique du sol qu'on a 8, la salade, je ne sais pas combien il en a, le cheval, je ne sais plus, enfin, etc. Il y a peut-être des vétérinaires ici qui le savent beaucoup mieux que moi. En tout cas, chaque organisme a un nombre précis de chromosomes. Nous, en ce qui nous concerne, 23 différents. D'accord? Alors, si on regarde un peu plus près à quoi ça ressemble ces chromosomes, c'est-à-dire si on prend ces grosses molécules qui sont compactées dans le noyau, puis qu'on les déroule pour regarder donc un petit peu comment c'est foutu, eh bien voilà à quoi ça ressemble. C'est-à-dire qu'en fait, un chromosome, c'est deux brins parallèles entourés autour d'un axe pour former ce qu'on appelle une double hélice. C'est la fameuse double hélice d'ADN. ADN, c'est les initiales en fait du nom chimique de cette molécule qui constitue le chromosome. Et chaque brin de cette double hélice est constitué par l'enchaînement de 4 petites molécules à la queue leu-leu, qu'on symbolise par 4 lettres qui correspondent à leurs initiales, A, G, C, T. Et quand on dit qu'on va séquencer une molécule d'ADN ou séquencer un chromosome, ça veut dire qu'on va définir pour chacun des deux brins l'ordre de succession des 4 lettres. D'accord? Je vous donne un exemple.
Voilà, on a séquencé une molécule d'ADN, AGG, TC, TA, TG, ATG, TTT, CAG, etc. Vous imaginez le nombre de combinaisons possibles? C'est ce qui explique que grâce aux empreintes génétiques, c'est-à-dire à l'ordre de succession des lettres dans notre génome, eh bien, on soit capable d'identifier un individu parmi tous les individus de la planète. Les seuls individus qui ont les mêmes successions de lettres sur leurs 23 chromosomes différents sont en fait les vrais jumeaux qui sont en fait des clones naturels. D'accord? Alors, quand on dit qu'on a séquencé un génome c'est l'ensemble des chromosomes d'un organisme, donc le génome humain c'est les 23 chromosomes humains différents. Quand on dit qu'on a séquencé le génome humain, par exemple, ça veut dire qu'on a déterminé pour chacune des 23 molécules l'ordre de succession des 4 lettres sur chacun des 2 brins. D'accord? Ça représente, pour le génome humain, 100 livres, format A4 avec 100 pages chacun. Et vous avez une succession de 4 lettres. Et je dis bien, on a séquencé, et non pas comme on nous rabat les oreilles dans les périodes télétonesques, on a décrypté le génome humain. Non, on n'a pas décrypté le génome humain, on n'a pas décrypté grand-chose. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'on y voit, c'est une succession de 4 lettres. On aura décrypté le jour où on saura quelle est la signification biologique de tout cet enchaînement de 4 lettres. C'est-à-dire quand on aura identifié tous les morceaux de séquence qui détiennent une information biologique pour la cellule, qui détiennent une information qui permet à l'usine cellulaire de fonctionner. Et ces morceaux de séquence qui détiennent une information biologique, qui détiennent l'information qui permet à l'usine de tourner, eh bien c'est ce qu'on appelle les gènes. Alors les gènes, comment on les identifie? Eh bien il y a des méthodes expérimentales, peu importe, il y a des méthodes informatiques, par exemple on sait qu'un gène, ça commence toujours par ATG, ça se termine souvent par TAA, et là par exemple j'ai souligné une séquence qui pourrait correspondre à un gène. Donc pour résumer tout ça, on pourrait dire que le génome d'un organisme, c'est-à-dire l'ensemble de ses chromosomes, c'est une encyclopédie où chaque chromosome est un volume dans lequel il y a des phrases, ce sont les gènes, et le tout est écrit dans un alphabet de 4 lettres, A, G, C, T, c'est le langage génétique. D'accord? Alors, quand je dis que les gènes détiennent une information biologique qui permet à l'usine de tourner, à nos cellules de fonctionner, c'est quoi cette information? Eh bien, chaque gène, on va dire, détient le secret de fabrication d'une ou de plusieurs protéines. D'accord? Alors, c'est quoi les protéines? Les protéines, c'est ce que j'ai représenté là sous forme d'une pelote de laine rouge là en bas. C'est-à-dire que ce sont les grosses molécules qui, elles, sont constituées non pas par l'enchaînement de 4 petites molécules comme dans le cas de l'ADN, A, G, C, T, G, 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 T, C, T, A, G, etc. Les protéines sont constituées par l'enchaînement de 20 petites molécules différentes. Vous imaginez un fil de collier de perles sur lequel vous allez enfiler des perles. Et vous avez des perles de 20 couleurs différentes. D'accord? Et pour fabriquer la protéine, vous prenez le fil et vous enfilez les perles. Vous mettez une bleue, une orange, une jaune, une noire, une rouge, une violette, une bleue, une orange, une jaune, une jaune. Et qu'est-ce qui va déterminer l'ordre de succession de la couleur des perles? C'est l'ordre de succession des 4 lettres dans le gène. C'est-à-dire que la cellule a besoin de fabriquer une protéine, elle va chercher le gène dans le noyau sur le bon chromosome qui détient le secret de fabrication de cette protéine, et elle va le décoder. Et elle va lire ATG, mais une perle verte. TTT, mais une perle rouge. CAG, mais une perle bleue, etc., etc. D'accord? Donc, en fait, quand on passe du gène à la protéine, on passe donc du langage génétique en 4 lettres à un langage protéique en 20 lettres, les 20 couleurs de perles. Et d'ailleurs, le terme utilisé en biologie quand on passe du gène à la protéine, ça s'appelle la traduction. Ce n'est pas un terme que j'utilise ce soir par souci de vulgarisation, c'est le véritable terme utilisé en biologie. D'accord? Alors, très bien, mais à quoi ça sert les protéines? Parce qu'il faut quand même revenir à notre usine de départ. Eh bien, les protéines, elles ont double rôle dans l'usine. Elles ont un rôle de structure, c'est-à-dire que les protéines, c'est un petit peu les parpaings ou certains parpaings des murs de l'usine. Mais surtout, les protéines, ce sont les ouvriers de l'usine. C'est-à-dire que dans chacune de nos cellules, là, se passent des millions de processus, des millions de réactions, des réactions chimiques, qu'on appelle des réactions biochimiques. Et chaque réaction est catalysée par un catalyseur. Le catalyseur, c'est ce qu'on appelle les enzymes. Eh bien, une enzyme, c'est une protéine. À la surface des cellules, on a des molécules qui vont permettre, ce qu'on appelle des récepteurs, qui vont permettre aux cellules de communiquer entre elles, de ressentir la présence de sucre, de ressentir la présence de sel, etc. Eh bien, ces récepteurs, ce sont des protéines. Chez des organismes complexes comme nous, on a des organes comme le pancréas, qui va sécréter des hormones, qui vont passer dans le sang, qui vont agir à distance. Ces hormones, ce sont des protéines. Donc, les protéines sont véritablement les ouvriers de l'usine. Donc, chaque organisme est constitué par une multitude de mini-usines,
dans laquelle il y a des tas de chaînes de montage et des chaînes de démontage, ce sont les processus biologiques. Travaillent sur ces chaînes de montage, les chaînes de démontage des ouvriers qui sont les protéines. Le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes qui eux-mêmes sont sur les chromosomes, qui eux-mêmes sont compactés dans une salle de l'usine qui s'appelle le noyau. Voilà comment on pourrait, de façon simple, résumer un petit peu comment ça fonctionne globalement. D'accord? Alors, pourquoi je vous raconte tout ça avant de vous parler des OGM? Bien, c'est tout simplement parce que la possibilité pour l'homme de fabriquer des OGM repose sur le fait que le langage génétique en 4 lettres AGCT est universel pour tous les organismes vivants de la planète. Quand je dis tous les organismes vivants, je devrais dire tous ceux que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'on est loin de tous les connaître, notamment dans le monde microbien. Des microbes nouveaux, on en découvre tous les jours. Des bactéries nouvelles, on en découvre tous les jours. Dans le sol, on ne connaît que 5% des microbes qui sont dans le sol. Donc évidemment, on est loin de connaître tous les organismes vivants de la planète, mais tous ceux que l'on connaît aujourd'hui, qu'ils soient végétaux, animaux ou qu'ils soient microbiens, eh bien, tous ces organismes ont le même langage génétique en 4 lettres. Autrement dit, ça veut dire pratiquement, qu'est-ce que l'on peut faire? Eh bien, on peut prendre un gène de n'importe quel organisme et le mettre dans n'importe quel autre, et l'organisme qui le reçoit est capable de le décoder, de le prendre à son propre compte, et de fabriquer donc la protéine correspondante. Autrement dit, quand vous mettez un gène de bactérie dans le maïs, par exemple, ça veut dire que vous introduisez un ouvrier de l'usine cellulaire bactérienne dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Et si vous mettez un nouvel ouvrier dans l'usine, c'est pas pour qu'il regarde les autres travailler, c'est pour travailler. Et donc, ça va provoquer, conférer des nouvelles propriétés à l'organisme qui reçoit ce nouvel ouvrier, c'est-à-dire l'organisme qui est alors génétiquement modifié. D'accord? Donc, dans l'absolu, on peut tout faire. On peut prendre un gène de n'importe quel organisme, le mettre dans n'importe quel autre, et ça marche. Alors, il y a des petits bidouillages à faire, mais globalement, ça marche. D'accord? Donc, ça paraît très compliqué comme ça, mais c'est bêta comme technologie. C'est très bêta. Donc, il suffit simplement de savoir un petit peu manipuler l'ADN, ce qu'apprennent tous les étudiants qui font de la biologie moléculaire, et puis savoir les techniques pour faire pénétrer de l'ADN dans les cellules, et qui sont des techniques un peu brutales, donc il n'y a pas aucune délicatesse, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas quelque chose de chirurgical, c'est plutôt choc électrique, hop, ça pénètre dedans, ou choses comme ça. Alors, le premier domaine d'utilisation et d'application des OGM, eh bien, ça a été, c'est toujours, le domaine de la recherche fondamentale. Alors, la recherche fondamentale, c'est quoi? C'est comprendre comment ça marche. Un mécanicien, avant de réparer une voiture, il faut d'abord qu'il apprenne comment fonctionne un moteur quand il fonctionne normalement. Eh bien, la recherche fondamentale a pour but de décortiquer, en biologie, les processus biologiques. Et pour comprendre les processus biologiques, eh bien, il faut en identifier les acteurs, les ouvriers, c'est-à-dire les protéines. Et comme le secret de fabrication des protéines est contenu dans les gènes, eh bien, il faut en identifier les gènes. Eh bien, en fait, on a... Alors, quand je dis que la recherche fondamentale est le premier domaine d'utilisation et d'application des OGM, c'est à la fois premier dans le sens chronologique, parce que ça a été effectivement le premier domaine où on les a utilisés, et aussi le premier, je dirais encore aujourd'hui, par l'importance, par l'activité de la technologie OGM. Moi qui fais de la recherche fondamentale, eh bien, en biologie moléculaire, on fait des OGM toutes les semaines. On a 2 grandes démarches en recherche fondamentale en biologie moléculaire. La première démarche, c'est j'ai un gène qu'on a identifié, peu importe comment, mais on ne sait pas à quoi il sert. C'est-à-dire qu'on n'a pas la fonction. On a un gène et on aimerait bien savoir quel est le secret de fabrication qu'il détient, quelle est la protéine qu'il permet de fabriquer, ou les protéines, et quel est le rôle de cette protéine ou de ces protéines dans l'usine. Que font ces ouvriers dans l'usine? Donc on a le gène et on voudrait bien avoir la fonction. Ou inversement, on a la fonction, mais on voudrait bien savoir quel est le gène qui détient le secret de fabrication de l'ouvrier qui permet d'assurer cette fonction. Alors quand je dis qu'on a la fonction, c'est plutôt la perte de fonction, parce que quand tout va bien, on ne s'en rend pas compte. Puis c'est quand il y a quelque chose qui ne va plus, on dit tiens, il y avait quelque chose qui allait bien avant, mais qui ne va plus. Donc on se dit quel est le gène qui a été abîmé, on a mis un A à la place d'un G, un C à la place d'un T, du coup les paires ne sont plus enfilées dans le bon ordre, du coup l'ouvrier ne fait plus son boulot, et il y a une chaîne de montage ou une chaîne de démontage qui ne se fait plus. Et on voudrait savoir donc quel est ce gène qui a été abîmé pour que cette fonction ne se fasse plus. Eh bien ce que je vais vous montrer maintenant, pourquoi on passe par les OGM. Alors, je pars d'un lapin. Je ne travaille pas sur le lapin, mais c'est le seul animal que j'avais dans mon logiciel. Donc, on extrait l'ADN du lapin. Alors, pour extraire l'ADN du lapin, il n'y a pas besoin de tuer le lapin. Il suffit de prendre un petit peu de sang dans l'oreille ou un peu de sperme si c'est un mâle, parce que c'est très facile de purifier en particulier l'ADN à partir des liquides physiologiques comme le sang ou le sperme. Mais peu importe, on identifie donc un gène et on se dit, mais à quoi il sert ce gène? Et la démarche est la suivante. Moi, par exemple, j'y connais rien en mécanique automobile. J'ouvre un capot de voiture.
je vois de la porcelaine blanche, on me dit ça s'appelle des bougies. Je ne sais pas à quoi ça sert les bougies. Ben, il y a une méthode qui peut paraître bourrin, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui marche relativement bien, qui consiste à prendre un marteau, à casser les bougies, la bagnole démarre plus, on dit tiens, les bougies, c'est impliqué dans l'allumage. Bien là, en fait, nous, on a un petit peu la même démarche, c'est-à-dire qu'on a un gène, on ne sait pas à quoi il sert, on va l'inactiver, le remettre dans la bestiole à la place du gène normal, et on va regarder les conséquences. Si la bestiole n'entend plus, on va dire c'est impliqué dans l'audition. Si elle voit plus, on va dire c'est impliqué dans la vision. Si elle boite, on va dire c'est impliqué dans la fonction musculaire, etc., etc. Alors, c'est pas toujours aussi simple, mais c'est la démarche générale. Le problème, c'est que pour inactiver ce gène, il va d'abord falloir le sortir du chromosome. Alors pour ça, on a dans notre boîte à outils de biologistes moléculaires des petites enzymes, donc des protéines, qu'on a purifiées à partir d'organismes. Donc elles ont une fonction naturelle dans les organismes, mais nous on les utilise comme des outils pour aller couper l'ADN. Donc on est capable, avec telle enzyme, d'aller couper à tel endroit, avec tel autre à tel endroit. Donc on les choisit et on va couper en amont et en aval du gène, et on va isoler notre gène. Et le problème, c'est que maintenant qu'on a notre gène, il va falloir l'inactiver. Pour l'inactiver, ça se fait in vitro, dans un tube à essai. Et le problème, c'est que pour l'inactiver, il en faut des grosses quantités. Et pour en avoir des grosses quantités, en fait, on n'a pas d'autre solution, c'est quelque chose qui nécessite plusieurs étapes, et à chaque étape, il nous faut beaucoup de matériel. Mais on n'a pas d'autre solution que de mettre le gène dans une bactérie. Alors la bactérie en question, c'est une bactérie qu'on a naturellement dans notre intestin, donc en sorte un microbe gentil qui vit avec nous, et qu'on a donc, nous, dans les laboratoires de biologie moléculaire, en stock à moins 80 degrés, donc on en a dans tous les laboratoires de biologie moléculaire. Et on met le gène dans la bactérie. Pourquoi? Parce que les bactéries se multiplient toutes les demi-heures. Ces bactéries, à 37 degrés, la température de l'intestin, elles se multiplient toutes les demi-heures. Alors mettre un gène de lapin ou autre dans la bactérie, ça prend 2 heures, tout casser. Donc on fait ça en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, et puis une fois qu'on a récupéré des bactéries qui ont reçu le gène de lapin, on va inoculer ces bactéries dans un petit tube de 3 millilitres. On en inocule très peu, ça ne se voit même pas à l'œil nu. Les étudiants, quand ils débutent, ils ont toujours l'impression qu'ils n'ont rien mis dans le tube. Mais, si vous quittez le boulot à 7 heures et que vous avez mis 1000 bactéries dans votre tube, qu'on va se multiplier toutes les demi-heures, à 7h30, il y en a 2000. Et puis à 8 heures, il y en a 4000. Et à 8h30, il y en a 8000, à 9h, il y en a 16000, etc., etc. Et à 4h du matin, quand vous en avez 1 million, puis à 4h30, il y en a 2 millions, puis 4 millions, puis 8 millions, puis 16 millions. Et quand vous revenez le lendemain matin, eh bien, vous avez un culot comme ça de bactéries au fond de votre tube. Et comme elles se sont toutes multipliées à partir de la bactérie de départ dans laquelle il y avait le gène de lapin, elles ont toutes le gène de lapin. Et donc, du coup, on peut extraire, donc éclater les bactéries, extraire le gène de lapin, qu'on est capable de distinguer des gènes naturels de la bactérie, peu importe, et on obtient donc des grosses quantités de gènes de lapin que l'on peut alors manipuler in vitro et qu'on va inactiver. Peu importe comment, je passe le détail, et ce gène inactivé, on va le réintroduire dans l'animal à la place du gène normal. Alors, il y a des organismes, ça se fait très bien. Moi, sur la levure de boulanger, ça se fait vraiment très très bien. Sur mon champignon microscopique du sol, c'est déjà un peu plus compliqué, mais on y arrive pas trop mal. Chez un animal comme le lapin, évidemment, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut le faire à l'échelle de l'embryon pour que toutes les cellules ensuite récupèrent le gène inactivé. Et donc, on va regarder, comme je le disais tout à l'heure, les conséquences sur la bestiole. Et là encore, eh bien, c'est pas toujours aussi simple. Parfois, on inactive un gène, puis il se passe rien. Il faut en inactiver 2, 3, 4, 5 avant de voir quelque chose. Et puis parfois, vous inactivez un seul gène, et puis le lapin, il est aveugle, il n'entend plus, il boite, enfin bon, et donc évidemment, c'est pas simple. Mais la démarche globale est celle-là. Vous pourrez me dire, mais non, vous n'avez pas mis de gène étranger dans le lapin. Certes, mais on a détruit, inactivé un gène naturel du lapin, un gène du lapin, et ça, bien sûr, ça ne s'est pas fait tout seul, ça s'est fait par la main de l'homme. On a donc modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales du lapin, et c'est donc un OGM. Je ne suis pas en train de dire que ça, c'est forcément bien, etc. Moi, j'en fais tous les jours, c'est pas pour ça que c'est bien. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas se poser de questions. Évidemment, il y a toutes sortes de questions. Par exemple, les gens qui travaillent avec les animaux, on peut se poser la question jusqu'où on a le droit d'utiliser l'animal comme au service de l'homme, que ce soit pour la recherche ou pour autre chose, ou que ce soit pour s'amuser dans les arènes ou ailleurs d'ailleurs. Donc ça fait partie des questions qu'on est en droit de se poser. Donc ça pose effectivement des problèmes éthiques, par exemple. Donc je ne dis pas, moi là, que ça c'est forcément bien, chacun en fonction de ses sensibilités a le droit de réagir positivement ou négativement vis-à-vis de ça, mais ça fait partie du débat sur les OGM, et vous comprenez bien que les questions que vous poserez à partir de ça ne sont pas les mêmes que pour les OGM dans la nature, et ce qu'on va voir donc tout à l'heure dans un instant. Le domaine médical, OGM et médecine. Alors là encore, je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'il y a multiples exemples d'utilisation des OGM dans le domaine médical. Et je vais vous donner 2 exemples que j'ai choisis parce qu'ils nous concernent dans notre vie de tous les jours. Et c'est particulièrement la production de protéines d'intérêt pharmaceutique.
Alors, je vais prendre un premier exemple qui est la production d'insuline. L'insuline, vous savez, c'est une hormone qui est sécrétée par le pancréas et qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang. Par exemple, là, j'imagine que vous avez tous mangé, donc vous avez un taux de sucre dans le sang qui a augmenté. Le sucre, c'est le carburant de nos cellules. On en a vraiment besoin. D'ailleurs, quand les cellules du cerveau en ont pas assez, on a des petits vertiges et il est temps d'aller manger. D'accord? Eh bien, le problème, c'est que ce sucre, il est apporté par l'alimentation, il va passer dans le sang, mais il ne faut pas qu'il reste dans le sang, il faut qu'il aille dans les cellules. Et pour passer du sang dans les cellules, ça ne se fait pas tout seul. Il y a nécessité d'une hormone qui s'appelle l'insuline. Et il y a des gens qui ne fabriquent pas assez d'insuline, ou qui fabriquent une insuline anormale. Et du coup, eh bien, ils ont un taux de sucre dans le sang qui est anormalement élevé pendant des durées de temps trop importantes, et c'est le fameux diabète insulinodépendant, avec les conséquences que vous savez. D'accord? Eh bien, comment faisait-on autrefois, je dis autrefois parce que vous allez voir qu'on fait autrement aujourd'hui, pour soigner les personnes atteintes de diabète insulinodépendant? On ne pouvait pas dire, tiens, monsieur est bien portant, je vais lui prendre son insuline pour donner à sa voisine qui est diabétique. Parce que l'insuline et les hormones en général, on les fabrique juste dans les quantités dont on a besoin. Donc prendre de l'insuline à un bien portant pour donner à un mal portant, ce serait des habiller Pierre pour habiller Jacques. Donc ce n'était pas la solution. La solution, c'était d'aller la chercher ailleurs, c'est-à-dire chez l'animal. Alors en général, quand on va chercher chez l'animal pour l'homme, on a le choix entre le lapin et le cochon, qui, n'en déplaise, sont les deux animaux qui nous ressemblent le plus, du point de vue du fonctionnement physiologique. Et donc, en général, on va plutôt chez le cochon, et là on est allé chez le cochon, pourquoi? Parce qu'il y a très peu de maladies d'abord transmises du cochon à l'homme, et ensuite, et surtout, c'était la principale raison, l'insuline de cochon et l'insuline d'homme se ressemblent quasiment comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire, si on compare le collier de perles qui correspond à l'insuline de cochon au collier de perles qui correspond à l'insuline d'homme, puisque ce sont des protéines, il y a une perle de différence, une bleue à la place d'une rouge. Donc les chercheurs se sont dit, c'est bien le diable si ça ne marche pas. Et effectivement, ça marche. Vous prenez de l'insuline de porc, vous l'injectez à un diabétique et vous régulez son taux de sucre dans le sang. Mais ça causait deux problèmes. Un problème d'approvisionnement, vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés occidentales et vu le nombre de gens qu'il y a là ce soir, je suis sûr qu'il y a au moins un diabétique. En tout cas, vous en connaissez. Eh bien, vu le nombre de diabétiques qu'il y a dans nos sociétés, vous imaginez le nombre de porcs qu'il fallait zigouiller pour satisfaire la demande. Donc ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, qui était le principal, c'est que la petite différence que l'on croyait anodine entre l'insuline de porc et l'insuline d'homme, c'est avéré pas si anodine que ça, parce que les personnes qui s'injectaient de l'insuline tous les jours, voire 3 fois par jour, finissaient par développer des allergies contre l'insuline de porc, donc au point de ne plus pouvoir se soigner, à cause de cette petite différence. Eh bien, la solution, elle est venue de la transgénèse, de la technologie OGM. Comment? On part d'un bonhomme, alors chaque fois que vous verrez un petit bonhomme orange dans mon diaporama, c'est qu'il est en bonne santé. Quand il est gris, c'est qu'il n'est pas bien. D'accord? Bon, c'est mon symbolisme à moi. Donc, on extrait l'ADN du bonhomme. Bon, là encore, il n'y a pas besoin de le tuer. Hein. Donc, on prend un petit peu de sang et on extrait l'ADN. Et on identifie, ça fait 30 ans environ, plus de 30 ans, qu'on a identifié le gène de l'insuline humaine sur un de nos 23 chromosomes. D'accord? Alors, peu importe comment on l'a identifié, ce n'est pas le propos ici. On a identifié ce gène et comment on s'y est pris? Eh bien, de la manière suivante. On est allé encore couper le gène pour le ressortir du reste du chromosome. Quand ce gène est traduit en protéines, il fabrique donc l'insuline, puisqu'il détient le secret de fabrication de l'insuline, insuline que j'ai représentée de façon schématique sous la forme d'un triangle rouge. D'accord? Eh bien là encore, on a mis ce gène dans la bactérie de notre intestin. D'accord? Et sauf que là, au lieu de cultiver les bactéries dans 3 millilitres, on les cultive dans des fermenteurs de 200 litres à une échelle industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est un espace confiné, donc dans un espace fermé, dans un laboratoire, et on multiplie les bactéries à foison, donc dans les fermenteurs de 200 litres. Et en plus, donc toute la nuit, tous les jours, on leur redonne du milieu en permanence, de quoi manger en permanence, du sucre, de l'azote, etc., de façon à ce qu'elles manquent de rien, et qu'elles puissent se multiplier sans arrêt. Et donc du coup, là, c'est pas un petit culot comme ça qu'on récupère au fond du tube, c'est des kilos et des kilos de bactéries, qui toutes dans leurs cellules produisent quoi? Eh bien de l'insuline humaine, et pourquoi? Parce que le langage génétique est universel. Elles prennent donc le gène humain à leur propre compte, le décodent et fabriquent l'insuline correspondante, c'est-à-dire l'insuline humaine. D'accord? Et on peut donc à ce moment-là éclater les bactéries pour récupérer l'insuline et que l'on va pouvoir conditionner sous forme de médicaments pour l'injecter donc à une personne qui n'est pas bien parce qu'elle est diabétique insulinodépendante. Eh bien, il faut savoir que s'il y a des diabétiques dans la salle, et je répète, je sais qu'il y en a, et vous en connaissez, eh bien, ces diabétiques, quand ils vont chercher leur insuline en pharmacie, depuis 1981, elle est faite comme ça. Alors, vous voyez, je suis sûr que beaucoup de gens l'apprennent ce soir. Et ça, c'est regrettable. Pourquoi? Parce que ça prouve, là encore, qu'il y a une énorme lacune dans la communication entre le monde scientifique, d'une part, et le reste de la société civile, d'autre part.
Parce que, à la limite, je trouverais normal que tous les citoyens sachent que le médicament, sans être biologiste et sans connaître tous les détails techniques, sachent globalement quelle est la technologie utilisée pour produire le médicament qu'il consomme. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut en tant qu'adulte et il choisit la thérapie qu'il veut. En l'occurrence, moi, je classerais ça dans les organismes géniaux et merveilleux, personnellement, parce que, effectivement, ça a permis de surmonter un problème sanitaire important, et puis, donc, ça fait 25 ans que c'est utilisé, a priori, il n'y a pas de problème, mais attention, je ne veux pas dire que de manière générale, cette technologie est sans risque et que c'est formidable. Moi, le scientifique que je suis se veut d'être prudent, et je reproche suffisamment à mes collègues, notamment sur le sujet des OGM, de ne pas l'être suffisamment, pour me permettre de dire ici, non, ça c'est formidable, on peut y aller, c'est bien. Peut-être un jour, il y aura un problème. Mais l'avantage, c'est que c'est un médicament. Quand je dis l'avantage, c'est parce que quand vous allez chercher un médicament, vous avez une ordonnance. Et donc, on sait exactement qui consomme le médicament, à quelle dose et à quelle fréquence. Et donc, s'il apparaît un effet secondaire, ce qui est malheureusement le cas de la grande majorité des médicaments, eh bien, s'il apparaît un effet secondaire, on pourra, en tout cas un effet secondaire grave, on pourra rapidement faire la corrélation entre la consommation du médicament et l'apparition du problème, parce qu'on sait exactement qui en a consommé et à quelle dose. Alors que quand on nous dit les OGM dans l'agriculture, ça fait 10 ans que les Américains en consomment et il ne s'est jamais rien passé, je voudrais savoir sur quelle étude épidémiologique ça repose, étant donné qu'on ne sait pas qui en consomme et à quelle quantité. Donc quand on fait une étude comme ça, il faut avoir ce qu'on appelle des contrôles, c'est-à-dire des gens qui n'en consomment pas, des gens qui en consomment et regarder s'il y a des différences, et sur une échelle statistique suffisante. Or, aux États-Unis, comme on ne sépare pas les filières, j'aimerais bien savoir si un jour il apparaît un problème sanitaire lié à la consommation d'OGM, comment on sera en mesure d'établir les responsabilités et de savoir que c'est dû effectivement donc, à la consommation d'un OGM dans la mesure où on n'a aucun suivi. Donc c'est quand même pas la même chose. Et quand j'entends par exemple M. Houdbin de l'INRA dans un article de Capital, qui était Capital d'octobre dernier, qui disait « Mais de quoi les gens ont peur avec les OGM ? Ils en consomment avec les médicaments depuis le début des années 80 et il n'est jamais rien arrivé. » Mais alors ça, c'est un énorme mensonge. Parce que ce que consomment les gens en pharmacie, ce n'est pas l'OGM, c'est la protéine produite par l'OGM. D'accord ? Ce n'est pas la bactérie que vous mangez, que les diabétiques mangent. C'est l'insuline produite par la bactérie. Là encore, je ne dis pas que ça veut dire que c'est sans risque, que c'est sans problème. Mais en tout cas, on n'a pas le droit de dire que c'est l'OGM qui est consommé. C'est pour ça que l'aspect technique est un minimum utile pour comprendre ces subtilités. Parce que ce sont des subtilités qui peuvent conduire, donc à permettre en tout cas à certaines personnes eh bien, de nous dire tout et n'importe quoi. Et ça, donc, que l'on soit pour ou que l'on soit contre, on n'a pas le droit d'utiliser la crédulité des gens pour mieux faire passer ces arguments. Donc là, vous voyez qu'on a fait des OGM puisqu'on a mis un gène humain dans la bactérie. Je vous donne un deuxième exemple avant d'entamer vraiment la partie agroalimentaire. C'est un deuxième exemple qui nous concerne également au quotidien, toujours dans la production de protéines d'intérêt pharmaceutique, c'est la production de vaccins. Alors pour bien comprendre l'intérêt éventuel de la technologie OGM dans la production de vaccins, je voudrais, sans jeu de mots, faire un petit rappel sur la vaccination. Vous voyez, je postillonne beaucoup, hein, donc je m'excuse pour le premier rang, mais d'ailleurs j'ai un peu mal à la gorge, non, c'est pas vrai. Non, mais on peut s'échanger des tas de choses qui ne sont pas forcément sympathiques. Bon, parfois on se les échange volontairement et de façon très intime et ça se passe plutôt bien. Mais parce que il y a beaucoup de microbes gentils où on est armé pour lutter contre. Puis parfois il y a des choses plus virulentes qui donnent mal aux oreilles, qui donnent mal à la gorge et même parfois qui peuvent provoquer bien sûr la mort. Donc, et ces petits agents qui se promènent et qui peuvent être très virulents, ce sont soit des bactéries ou des virus. Alors moi je vais prendre l'exemple d'un virus. Un virus c'est quoi? Eh bien c'est une coque de protéines. Hein, les petites épines noires que vous voyez là, c'est la capsule de protéines, vous imaginez ça en 3 dimensions, une petite balle, et dedans il y a un chromosome. En général, chez un virus, il n'y en a qu'un, et il est très court. Donc il est facile à séquencer et facile à décrypter. Il y a très peu de gènes. D'accord? Eh bien, voilà une personne qui chope ce virus, peu importe comment, par voie orale ou autre, peu importe. Ce virus, le corps va le reconnaître comme un corps étranger. Notre organisme va le reconnaître comme un corps étranger. Et donc, le reconnaissant comme un corps étranger, il va réagir. Il va se défendre en fabriquant des anticorps. Donc son système immunitaire va être sollicité et il va devoir fabriquer des anticorps qui vont neutraliser le virus. Le problème, c'est que fabriquer des anticorps, ça prend du temps. Et le temps que l'organisme fabrique des anticorps, en général, le virus, il en profite pour se multiplier et c'est lui qui gagne. Et vous voyez, le virus, eh bien mon monsieur qui était orange, il devient gris et le virus continue à se marrer. Pasteur avait une idée géniale, il s'est dit, mais si on injectait volontairement les virus à l'individu? Sauf qu'avant de les injecter, on va les fragiliser par la chaleur ou les rayons ultraviolets. On va ce qu'on appelle les atténuer, mettre un peu dans les choux. Et donc, à ce moment-là, quand l'organisme va choper ce virus, il va toujours le reconnaître comme un corps étranger.
Il va réagir de la même manière, c'est-à-dire qu'il va fabriquer des anticorps. Ça prend toujours autant de temps de fabriquer des anticorps. Sauf que comme le virus est dans les choux, il n'a pas le temps d'en profiter pour se multiplier. Et du coup, la personne reste en bonne santé et le virus continue de faire la gueule. C'est la vaccination. D'accord? Mais il est arrivé des accidents. Comment? Eh bien, des virus que l'on croyait avoir atténués par la chaleur ou par les rayons ultraviolets, en fait, il n'était pas. Vous voyez, le virus, il fait la gueule, mais il fait un clin d'œil. Et donc, en fait, croyant vacciner la personne, on lui injecte un virus en bonne santé, et donc la personne, du coup, eh bien, est malade, c'est-à-dire qu'elle chope la maladie au lieu d'être vaccinée, et le virus, lui, se marre. Eh bien, une solution, je dis une solution parce que je ne suis pas sûr que sur ce sujet, toutes les alternatives aient été explorées, et justement, le sujet des alternatives, le problème des alternatives dans le sujet OGM, c'est extrêmement important, et je vais beaucoup en parler dans l'aspect agroalimentaire. Les alternatives, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement si toutefois on ne maîtrise pas tout? Bon. En tout cas, je vais vous présenter une des solutions qui a permis de surmonter ce problème. Enfin, la solution aujourd'hui qui a permis de surmonter ce problème. Comment? On part du virus. On extrait son ADN. Je vous dis, il n'y a qu'un chromosome, il est très court. Bon, très bien. On n'a donc pas de mal à le séquencer, à le décrypter et à identifier le gène qui détient le secret de fabrication de cette protéine de surface, la petite épine noire, là, qui est la seule visible de l'extérieur et donc la seule reconnue comme corps étranger. D'accord? Eh bien, ce gène, on va le couper, pareil, avec nos petites enzymes, on va l'isoler, et lorsqu'il est traduit en protéine, eh bien, il permet de fabriquer cette protéine de surface que l'on a grossie ici, donc que j'ai grossie sous forme d'une grosse flèche, là. Et là, ce gène, cette fois-ci, on l'a mis non pas dans la bactérie, mais dans une levure, la levure de Boulanger, qu'on a également beaucoup dans nos laboratoires de biologie moléculaire en 80. C'est un organisme extrêmement facile à manipuler, qui est sexué, donc on peut faire de la génétique classique avec ça, enfin, etc. Et on a mis le gène viral dans la levure. Et comme le langage génétique est universel, la levure prend le gène viral à son propre compte, le décode et fabrique la protéine virale. Et là encore, les levures, on les multiplie dans les fermenteurs de 200 litres à une échelle industrielle, et donc elles vont toutes produire dans leurs cellules une grosse quantité de protéines de surface que l'on va pouvoir donc extraire, purifier et injecter à un bonhomme qui est en bonne santé, ou à une femme qui est en bonne santé, puisque la vaccination, c'est normalement de la prévention. Je ne dis pas là encore que c'est sans risque. Hein, je ne sais pas. En tout cas, à un instant T, là encore, ça a permis de résoudre. Ça peut très bien marcher avec une protéine et puis causer des problèmes avec une autre. On peut tout imaginer. En tout cas, dans l'absolu, ça a permis de résoudre des problèmes sanitaires, là encore. Et je dirais, si je mets ma blouse blanche, mes gants, et puis que je me remets dans la peau du scientifique sans regarder ailleurs, c'est particulièrement joli. Hein, si Pasteur voyait ça, il en aurait une érection posthume, parce que, quand même, qu'est-ce qui est dangereux? C'est le virus, d'accord? C'est le virus. Mais qu'est-ce qui déclenche la réponse immunitaire? C'est la protéine de surface. Donc, en injectant que la protéine de surface, vous stimulez la réaction immunitaire, parlez aussi d'humanitaire, mais un peu plus tard, la réaction immunitaire, sans pour autant prendre le risque de donner la maladie virale, puisque vous n'injectez pas le virus dans son entier. Donc évidemment, c'est quelque chose d'assez séduisant, et là encore, ben, vous voyez qu'on a fait des OGM, puisqu'on a mis un gène viral dans de la levure. D'accord. Alors je vais m'arrêter là avec l'aspect médical, même si on pourra encore dire beaucoup de choses. Hein. Je pense que le but c'était simplement déjà d'illustrer. Donc vous voyez, c'est très important de séparer les choses. Hein. Vous allez voir, quand j'aurai traité l'aspect agroalimentaire, que les problèmes qui se posent effectivement sont différents. Mais il faut bien voir que si, par exemple, vous êtes contre la dissémination des OGM dans l'agroalimentaire, vous allez débattre face à un scientifique qui fait l'amalgame. Et il va vous dire, est-ce que vous êtes diabétique ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre famille qui est diabétique? Forcément, on va tous dire oui, on connaît tous quelqu'un. Et il va vous dire, s'il n'y avait pas les OGM, sachez, monsieur, madame, que cette personne que vous connaissez ne pourrait pas se soigner. Donc, conclusion, les OGM, c'est formidable, on n'en parle plus, on ferme, et le débat est terminé. C'est pas si simple que ça. Et la personne qui était venue avec d'excellents arguments, par exemple, sur l'aspect agroalimentaire, et j'ai vu des débats comme ça a d'ailleurs été une de mes motivations pour m'investir dans le débat, eh bien, la personne repart, si vous me permettez la queue basse, parce qu'elle était venue avec des super arguments, mais elle a été décrédibilisée sur cet aspect-là. C'est pour ça que, quelle que soit votre position, eh bien, il faut ne pas négliger ces aspects d'OGM utilisés aussi bien en recherche fondamentale que dans le domaine médical. Alors, l'aspect agroalimentaire. Alors, les gens qui me connaissent bien me diraient « Christian, je ne comprends pas. Toi qui es si pointilleux, tu as fait 3 intercalaires bleus depuis le début de ta conférence. Le premier, c'était OGM et recherche fondamentale. Le deuxième, c'était OGM et médecine. Et le troisième, tu as dit OGM dans l'agroalimentaire. Pourquoi tu n'as pas dit OGM et agroalimentaire? Alors vous comprenez bien que si j'insiste autant, c'est que j'y tiens à mon dent. Et je réponds, c'est justement parce que je suis pointilleux que j'ai mis OGM dans l'agroalimentaire. Pourquoi?
Parce que, outre le fait que ces OGM vont être disséminés ou sont destinés à être disséminés dans la nature, donc, par conséquent, ce qui va inévitablement poser des questions d'ordre environnemental qui ne sont pas posées avec les premiers dont je viens de parler. Il y a une autre différence majeure entre les OGM agroalimentaires et tous ceux dont je viens de vous parler. C'est que tous ceux dont je viens de vous parler sont des outils. C'est-à-dire que ce n'est pas l'OGM en tant que tel qui nous intéresse, c'est l'outil qu'il représente, l'éprouvette biologique qu'il représente en recherche fondamentale pour comprendre la fonction des gènes et des protéines, et dans les exemples que je vous ai donnés, l'usine à médicaments pour produire de l'insuline ou de l'hormone de croissance ou des anticoagulants ou des vaccins, etc., etc. C'est-à-dire que quand vous faites produire, par exemple, de l'insuline à une bactérie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la bactérie qui nous intéresse, c'est l'insuline. C'est-à-dire que d'ailleurs, pour récupérer l'insuline, vous allez tuer la bactérie puisque vous allez l'éclater. Donc l'OGM en tant que tel, ce n'est pas lui qui nous intéresse. C'est simplement un moyen pour arriver à une fin, que ce soit en recherche fondamentale ou dans le domaine médical. Dans le domaine agroalimentaire, c'est complètement différent. Quand vous faites un maïs transgénique, il a exactement le même devenir qu'un maïs conventionnel. C'est-à-dire que vous allez le planter comme un maïs conventionnel, vous allez le cultiver et l'entretenir en champ comme un maïs conventionnel, et vous allez le récolter comme un maïs conventionnel. Donc vous ne l'utilisez plus comme un outil, vous l'utilisez comme un organisme à part entière. Et là, c'est complètement différent. Ça pose des questions totalement nouvelles, parce que le fait qu'on l'utilise non plus comme un outil, mais comme un organisme à part entière, ça implique d'être en mesure de maîtriser les conséquences de la modification génétique sur l'ensemble du métabolisme de l'organisme et les conséquences de la modification génétique sur les interactions de la plante avec son environnement. Quand vous faites une bactérie qui produit de l'insuline, si la bactérie par ailleurs n'est pas très en forme, s'il y a quelques petits soucis à côté, pourvu qu'elle vous produise l'insuline et que l'insuline soit bonne, il n'y a que ça qui vous intéresse. Par contre, si vous faites un maïs transgénique qui résiste à la pyrale, j'en parlerai dans un instant, ce n'est pas le tout qui produise l'insecticide lui permettant de résister à la pyrale. Il faut être sûr que cette production d'insecticides par le maïs ne va pas avoir des conséquences sur le métabolisme du maïs qui pourraient avoir des conséquences sur la chaîne alimentaire, par exemple. Il faut maîtriser toutes les conséquences de la production permanente de cet insecticide par le maïs sur le sol, sur l'environnement, sur les insectes utiles, etc., etc. Donc toutes les questions posées sont bien sûr beaucoup plus vastes. Et c'est la raison pour laquelle les OGM agroalimentaires, ont fait beaucoup plus parler d'eux. Parce que ça soulève des questions d'ordre sanitaire et d'ordre environnemental notamment, qui ne sont pas posées, ou en tout cas pas de la même manière, avec les OGM confinés utilisés en recherche fondamentale et en médical. Et là encore, c'est pour ça qu'on ne peut pas tout amalgamer. Alors, les OGM qu'on utilise dans le domaine agroalimentaire, il y en a, ils ont deux grandes catégories. Il y a la première catégorie c'est la réalité, c'est les 99% d'OGM qui sont plantés à la surface de la planète. Ce sont ce qu'on appelle des plantes à pesticides. Et puis il y a les 1% qui restent dont je vais parler ensuite. Donc je vais vous parler de ce qui se fait, je vais vous parler de ce qui se prépare, et je vais vous parler des promesses. Pour reprendre une expression de Jacques Testard, si ma tante en avait. Donc, parce que ça existe parmi les OGM, les promesses qu'on nous fait depuis 20 ans, etc. Alors 99%, je le disais, des OGM agricoles sont des plantes à pesticides, c'est-à-dire des plantes qui vont soit produire un insecticide leur permettant de résister à un insecte ravageur, soit qui vont être capables d'absorber un herbicide sans mourir. D'accord? Alors, première catégorie, les plantes qui produisent un insecticide leur permettant de résister à un insecte ravageur. C'est le cas notamment du maïs BT. Alors, il n'y a pas que du maïs BT. Aujourd'hui, il y a du coton BT, il y a de la betterave BT, il y a plein de choses BT. Mais bon, je vais prendre un exemple, qui est l'exemple du maïs, et qui notamment est la plante qui fait le plus de pression aux portes de l'Europe. Alors, le maïs BT, c'est un maïs qui résiste à des insectes. Je vais prendre l'exemple du maïs BT qui résiste à la pyrale. La pyrale, c'est un papillon crépusculaire dont la chenille fait des dégâts dans la tige du maïs. Vous avez ici le trou fait par la chenille, et puis en haut, une coupe longitudinale de la tige qui vous permet de voir les dégâts de la chenille dans la tige, et cette chenille qui peut éventuellement remonter jusque dans l'épi. Alors, il se trouve qu'il y a une bactérie du sol qui s'appelle Bacillus thuringiensis. Si je vous donne son nom, ce n'est pas pour faire savant, c'est pour vous montrer que les initiales de cette bactérie, c'est BT. Et cette bactérie du sol, elle a des gènes à elle qui détiennent le secret de fabrication de protéines tueuses d'insectes, de protéines insecticides. Et notamment, elle a un gène qui détient le secret de fabrication d'une protéine qui est capable de tuer la pyrale. Eh bien, les chercheurs se sont dit, puisque le langage génétique est universel, si on prend le gène de la bactérie que l'on met dans le maïs va le prendre à son propre compte, le décoder et fabriquer lui-même la toxine insecticide. Voilà ce que c'est que le maïs BT. D'accord?
Et ça, c'est valable avec plein d'autres plantes, parce que ce Bacillus thuringiensis, cette bactérie du sol, produit tout un tas de protéines insecticides, qui ont une plus ou moins large spécificité. Donc il y a des protéines tueuses de la pyrale, il y en a d'autres qui tuent d'autres insectes, qui sont les agents pathogènes du coton, etc., etc. Enfin, des insectes ravageurs du coton. Donc voilà, donc il y a du coton BT, il y a plein de plantes BT. Deuxième catégorie de plantes à pesticides, ce sont les plantes qui non plus produisent un insecticide, mais qu'on a rendu capable d'absorber un herbicide sans mourir. Normalement, quand une plante absorbe un herbicide, elle meurt. Et bien là, on a rendu la plante capable d'absorber l'herbicide sans mourir. C'est le cas notamment, vous en avez tous entendu parler, du soja au Roundup. Bon là encore, il n'y a pas que du soja Roundup, il y a tout au Roundup. Hein. Mais je vais parler du soja. Donc le Roundup, d'abord, c'est quoi? Le Roundup, certains ici connaissent certainement mieux que moi le Roundup. Le Roundup, dont sa molécule active s'appelle le glyphosate, c'est un herbicide dit à large spectre. Large spectre, c'est-à-dire qu'il tue tout ce qui bouge, enfin, les plantes, toutes les plantes, qui ne bougent pas d'ailleurs. Mais bon, il tue toutes les plantes indifféremment. Et pourquoi il est si efficace sur les plantes? Eh bien, tout simplement parce qu'il agit sur un ouvrier particulier de l'usine cellulaire végétale, un ouvrier clé de l'usine, qu'on appelle le PSPS, mais peu importe, il faut bien lui donner un nom. Et cet ouvrier, pourquoi il est un ouvrier central? Parce qu'en fait, il est impliqué dans la fabrication des petites perles, de certaines petites perles. Donc si cet ouvrier arrête de bosser, il n'y a plus de perles. S'il n'y a plus de perles, on ne peut plus les enfiler, donc il n'y a plus de protéines, donc il n'y a plus d'ouvriers dans l'usine, l'usine ferme ses portes et la plante crève. Voilà donc pourquoi c'est extrêmement efficace. Alors j'ai représenté ici cette protéine, cet ouvrier central PSPS sous la forme d'une boule rouge ici. Et cette protéine est donc impliquée dans la synthèse des perles, donc indirectement dans la synthèse des protéines, donc des autres ouvriers de l'usine. Eh bien, le Roundup pénètre dans la plante, c'est la petite boule verte. Ce Roundup, il est capable d'aller se fixer sur l'ouvrier en question. Et en se fixant dessus, eh bien, il l'empêche de travailler. D'accord? Eh bien, le soja au Roundup, il y a plusieurs catégories, mais ça, c'est notamment le premier qui a été fait, et il y en a encore beaucoup comme ça. C'est un soja dont on a modifié le gène qui détient le secret de fabrication de cette boule rouge, le PSPS. C'est-à-dire qu'on a mis des A à la place des G, des C à la place des T, du coup les perles qui permettent de fabriquer cet ouvrier-là, parce que c'est une protéine aussi, ne sont plus enfilées dans le bon ordre, et la protéine, elle a une gueule un peu différente dans l'espace, donc de tel point qu'elle ne peut plus fixer le Roundup. Elle peut toujours travailler, mais elle ne peut plus fixer le Roundup. Et donc, quand le Roundup voudrait aller se fixer dessus, eh bien il voudrait bien, mais il ne peut point, et donc la protéine continue de travailler, et donc tout va bien, elle est capable de faire son boulot, de synthétiser les petites perles, et donc la plante est capable de résister au Roundup. Voilà. Alors, il y a des gens qui vous disent, mais ça, c'est pas un OGM, puisqu'on n'a pas mis de gène étranger. C'est le gène naturel du soja, le gène qui détient le secret de fabrication de l'EPSPS, qu'on a modifié de façon à modifier la protéine en question pour que le Roundup ne se fixe plus dessus. Alors certes, on n'a pas mis de gène étranger, mais on a modifié de façon non naturelle les caractéristiques génétiques initiales de la plante, et les conséquences ne sont pas anodines, puisque cette plante qui n'aurait dû mourir en présence de Roundup va survivre et donc éventuellement accumuler du Roundup dans ses tissus. Donc évidemment, c'est un OGM, et je parlerai, là encore, je vous dis ce qui se fait, mais je vous parlerai des conséquences dans un instant. Et puis il y a les 1% qui restent, ça c'était les plantes à pesticides, maïs BT, soja Roundup, etc. Les 1% qui restent, alors il y a des choses qui se font déjà, des choses qui sont sur le point d'être faites, et des choses, les promesses. Alors, les choses qui se font déjà, pour certaines d'entre elles, c'est des plantes résistantes à des maladies virales. Vous savez qu'il y a des virus qui s'attaquent aux plantes, comme il y a des virus qui s'attaquent aux animaux. Le virus de la mosaïque du chou-fleur, la mosaïque du tabac, etc., etc. Eh bien, il se trouve qu'il y a des chercheurs de l'INRA qui ont remarqué, il y a une quinzaine d'années, que si on prenait un gène du virus et qu'on l'introduisait dans la plante, dans un chromosome de la plante, eh bien, on ne sait pas pourquoi, on ne connaît pas les mécanismes, et ça c'est très important, c'est vrai qu'on ne connaît pas les mécanismes qui sous-tendent ce phénomène, mais c'est une observation, une constatation. Quand le virus attaque la plante, le fait qu'il y ait déjà un gène à lui dans la plante, il n'arrive pas à se multiplier. Et la plante résiste. Ça s'appelle la vaccination génétique. Eh bien voilà, il y a eu du tabac, de la courge, du poivron qui sont résistants à les virus et qui sont déjà cultivés à grande échelle en Chine, aux États-Unis. Et puis, il y a des études en cours sur le colza, la tomate, la pomme de terre, le prunier, la vigne, également sur des fleurs, le pétunia, le géranium, etc. Alors notamment sur la vigne. Parce que toutes les vignes de France, toutes les vignes de la planète, pardon, sont victimes d'une maladie virale qui s'appelle la maladie du Cournouet. Le Cournouet, c'est un virus qui est transporté par un ver microscopique du sol et qui pénètre dans le pied de vigne par les racines.
Et une vigne qui est atteinte du Cournouet, c'est le pied de vigne, au lieu de durer 25 ans, il dure 15 ans, diminution du nombre de grappes, diminution du nombre de baies et de la taille des baies dans la grappe. Enfin bref, une vigne qui est atteinte du Cournouet, c'est 80% de chute de rendement. Et quand on sait l'impact économique du vin dans le monde, il y a bien sûr une pression économique très forte pour faire de la vigne transgénique qui résiste au Cournouet, et il y a déjà des essais en Alsace. Il y a également une recherche qui est faite sur des plantes, alors ça ne se fait pas encore, mais c'est à l'étude, des plantes résistantes aux maladies provoquées par des champignons. Alors moi, je travaille sur un champignon microscopique du sol qui n'est pas un pathogène de plante, mais j'ai des collègues dans le même institut qui travaillent sur des pathogènes de plantes, des pathogènes du riz, du colza, etc. Eh bien, il se trouve qu'on connaît relativement bien la manière dont le champignon pénètre dans la plante, mais on ne connaît pas les mécanismes de virulence. Les mécanismes moléculaires de la virulence, on ne les maîtrise pas, on ne les connaît pas. Il y a beaucoup d'études faites là-dessus, mais on ne les maîtrise pas. Et bien qu'on ne maîtrise pas les mécanismes de virulence, on envisage déjà de faire des plantes qui résistent aux champignons. C'est ça qui me dérange aussi un petit peu, c'est qu'on met toujours un petit peu la charrue devant les bœufs. Au lieu de d'abord essayer de comprendre comment ça marche et de voir ensuite quelle application on peut en tirer pour résoudre tel ou tel problème, eh bien, on est dans une logique de technoscience, je dirais, où on fonce un petit peu sans essayer de faire la recherche fondamentale préalable qui serait nécessaire de faire. Et donc, je vais vous donner un exemple concret. Il y a, par exemple, le colza est victime donc d'un champignon qui provoque une maladie grave chez le colza. Alors, on ne connaît pas le mécanisme exact de virulence, comme je le disais, mais on sait comment le champignon pénètre dans le colza. À la fin de la floraison, quand le colza perd ses pétales, s'il y a de l'humidité dans l'air, les pétales viennent, en tombant, viennent se coller à la feuille ou se coller à la tige. Et la zone de contact entre le pétale et la feuille ou le pétale et la tige, c'est la zone privilégiée de pénétration des spores du champignon dans la plante. Eh bien, il y a des chercheurs qui se sont dit qu'à cela ne tienne, on va faire des plantes qui résistent, on va faire des colzas sans fleurs. Un petit peu comme pour résoudre le problème des pellicules, on faisait des hommes sans cheveux. Il y a peut-être d'autres solutions. Ça, c'est le problème aussi des alternatives. On peut peut-être faire autrement. Mettons à plat les alternatives. Voilà. Alors ensuite, c'est les promesses. Donc là, c'est les fameuses, si ma tante en avait, des plantes adaptées à des environnements hostiles. C'est-à-dire qui pourraient pousser là où il y a beaucoup d'eau, ou qui pourraient pousser là où c'est très aride, ou qui pourraient pousser dans des milieux très salins, etc. Ça fait 20 ans qu'on nous en parle, c'est 20 ans qu'on nous les promet, mais en réalité, ce qu'on a sur la planète, c'est 99% de plantes résistantes à des maladies virales. Et puis bon, j'ai rencontré beaucoup de chercheurs de l'INRA qui eux-mêmes disent, mais attendez, c'est pas par la technologie OGM qu'on va résoudre le problème du stress hydrique d'une plante, ça fait appel à tellement de mécanismes complexes et à tellement de gènes, que croire qu'en introduisant 1, 2, 3 ou 4 gènes dans une plante, on va résoudre le problème du stress hydrique, il y a sûrement d'autres manières. Enfin bref. Les plantes à valeur nutritive modifiée. Ça, vous en avez déjà entendu parler pour certaines d'entre elles. Alors, ce seraient des plantes qui seraient plus riches en vitamines, qui feraient des graisses de meilleure qualité, etc., etc. Il y en a une d'elles dont vous avez entendu parler, c'est le riz doré. Alors, le riz doré, c'est quoi? C'est un riz transgénique qui est capable de faire de la vitamine A. La vitamine A, elle est faite à partir du carotène. Le carotène, comme son nom l'indique, on le trouve abondamment dans la carotte, aussi dans la tomate. C'est ce pigment qui donne la couleur orangée rouge. D'accord? Eh bien, il se trouve que le riz doré ne sait pas faire le riz ne sait pas faire de carotène, et donc il ne sait pas faire de vitamine A. Par contre, dans le riz, on va trouver la molécule à partir de laquelle on est capable de faire du carotène. Cette molécule s'appelle le GPP. Là encore, il faut bien lui donner un nom. D'accord? Et le riz a la molécule à partir de laquelle on pourrait faire du carotène, et pourtant, il ne fait pas de carotène. Pourquoi? Parce que pour transformer le GPP en carotène, il faut 3 ouvriers dans l'usine. 3 enzymes. D'accord? Une première enzyme qui va faire un premier produit, etc. Enfin bref, c'est une chaîne de montage pour transformer le GPP en carotène. Et si le riz n'est pas capable de le faire, c'est parce qu'il n'a pas les 3 ouvriers en question. Et s'il n'a pas les 3 ouvriers, c'est parce qu'il n'a pas les 3 gènes qui détiennent le secret de fabrication de ces ouvriers. Il n'y a qu'à cela tienne, des chercheurs ont dit on va mettre 2 gènes de jonquille qui permettent de fabriquer le premier et le deuxième ouvrier, un gène de bactérie qui permet de fabriquer le troisième, et du coup, on a reconstitué de toutes pièces une chaîne de montage, une nouvelle chaîne de montage dans l'usine cellulaire du riz qui permet de transformer le GPP en carotène. Et comme le carotène lui donne une couleur jaune-orangé, on appelle le riz doré. D'accord? Là encore, je vous dis ce qui se fait, je vous parlerai des conséquences dans un instant. Alors, on ne peut pas terminer le lexique un petit peu de l'aspect agroalimentaire sans parler des animaux. Dans le domaine médical, il y a beaucoup d'animaux transgéniques qui servent de modèle pour étudier les maladies humaines, j'en ai pas parlé, qui sont en espace confiné. Là aussi, dans le domaine agricole, agroalimentaire, il y a des animaux transgéniques, enfin il y en a qui se préparent, il y en a un dont vous avez beaucoup entendu parler et qui est sur le point d'être commercialisé au Canada. Donc, et bien sûr, ce sont des animaux destinés à l'alimentation humaine. Alors,
L'un d'entre eux, c'est le poisson géant. C'est celui-là, dont vous avez beaucoup entendu parler certainement et qui est sur le point d'être commercialisé au Canada. Poisson géant, il s'agit en l'occurrence du saumon atlantique, il y a également des barbus de rivière, barbes d'Amérique, truites arc-en-ciel. Donc ce sont des poissons dont on a modifié le gène d'hormones de croissance, de façon en quelque sorte à le doper. Donc le poisson fait beaucoup plus d'hormones de croissance et du coup il grossit beaucoup plus vite et il devient beaucoup plus gros. Et notamment le saumon atlantique, donc vous voyez, le saumon transgénique grossit 30 à 60% plus vite. Et il a une taille adulte qui peut aller jusqu'à, le record qui a été obtenu, c'est 11 fois la taille normale. D'accord ? Bon, alors en moyenne, c'est 4, 5, 6 fois la taille normale, sachant qu'un saumon, ça fait quand même déjà 75 cm en moyenne. Vous voyez un peu le bestiau. Hein ? Alors, il y a des choses qui se préparent également. Je ne pourrais pas être exhaustif parce qu'il y a plein de choses qui se font, et puis je ne connais pas beaucoup d'informations dessus, parce qu'il y a très peu d'informations pour des raisons de secret industriel, etc. Hein, je sais qu'il y a des projets pour faire des vaches sans cornes, pour faire des truies sans dents, etc., etc. Là, je vais vous parler donc des chercheurs américains au Texas, à Houston, qui ont fait des porcs géants. Alors, ils ont fait un laboratoire pour le moment. Hein. Alors, voilà ce qu'on trouve comme information sur ces porcs, parce qu'on trouve très peu de choses. Là, par contre, je suis incapable de savoir quels sont les gènes qui ont été bidouillés, qui ont été réintroduits, etc. Mais on trouve ceci, vitesse de croissance 40% plus élevée. Donc, il grossit 1,5 fois plus vite que la normale. Taille adulte, 40% supérieure à la normale. À l'âge adulte, il fait 1,5 fois la taille normale. On se dit, ça doit manger un bestiau comme ça. Eh bien, c'est le scoop. Ration alimentaire, 25% inférieure. Il mange moins, il rejette moins, il grossit plus. Donc, évidemment, il y a de quoi séduire un certain nombre de gens avec ça. Hein, mais quand je vous parlais dans mon introduction d'outils génétiques de marketing, voilà à quoi je pensais. Quand on lit ça, on a l'impression de lire la fiche technique d'un téléphone portable. Vous savez, on peut envoyer des SMS, lire ses mails, etc. Sauf que ce n'est pas un téléphone portable, c'est destiné à l'alimentation. Il faut quand même se poser des questions, puis surtout se poser des questions de l'utilité. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire des cochons 1,5 fois plus gros que la taille normale? Hein, alors vous avez les chercheurs australiens, pour en terminer, mais je vous dis, ce n'est pas la seule chose. Ils ont également proposé des porcs transgéniques géants, enfin pas géants, si géants, ils grossissent plus vite en tout cas, ça ressemble un petit peu à ce qu'il y a au-dessus. Viande de meilleure qualité, je ne sais pas ce que ça veut dire, résistant aux maladies courantes, enfin bref, voilà. Il n'y a plus qu'à qu'ils fassent l'amour mieux qu'un homme et ce sera parfait. Mais ça va venir, hein, ça va venir. Les risques sanitaires, donc je vais en terminer par les risques, hein, où je vais essentiellement poser des questions, risques sanitaires et risques environnementaux. Alors, je vais poser des questions parce que les risques, c'est souvent des questions. Mais quel pourrait être le risque? Est-ce que ce risque est fondé, etc., etc. Et je dirais que, vous avez compris, moi, où je me positionnais, mais ça, c'est pas très important, hein, je suis qu'un humain, mon opinion transparaît, puis de toute façon, je crois que tout le monde sait où je me situe. Mais ce qui est important surtout, c'est de retenir le squelette et d'essayer de se faire une opinion objective. Et éventuellement, demain, aller écouter un scientifique qui n'a pas les mêmes idées que moi et vous faire une opinion à la limite, enfin c'est pas à la limite, elle est objective lorsqu'elle est contradictoire. Donc je vous invite à aller écouter d'autres scientifiques, c'est pas le problème, au contraire. Simplement, il faut bien savoir que si chacun d'entre vous, par exemple, se dit mais moi j'aimerais bien me faire une position sur les OGM au cas par cas, ce qui est plutôt sain comme démarche, hein, se dire au cas par cas, quels sont les avantages, quels sont les risques, etc. Très bien. Mais les avantages, on ne va jamais oublier de vous les donner, parce que la personne qui veut vendre son OGM ne va pas oublier de vous les donner. Par contre, les inconvénients, ça va être un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que je dis que là, c'est le rôle des scientifiques de vous donner les outils qui vous permettent de vous poser les bonnes questions. Alors là encore, je ne pourrais pas être exhaustif sur toutes les questions qu'on est en droit de se poser, mais je vais essayer d'en soulever quelques-unes, et en particulier à partir des exemples que je viens de vous donner. Alors, je vous rassure, je vais faire ça succinctement pour chacun des exemples, mais je vais reprendre chacun des exemples, et puis je vais voir quelles sont les questions de base qu'on est en droit de se poser. Alors parfois, je vais quand même donner quelques réponses, parce qu'on en a un petit peu quand même. Les plantes à pesticides, ce dont je viens de vous parler, 99% des OGM agricoles à la surface de la planète sont les plantes à pesticides. Pourquoi on les appelle plantes à pesticides? Parce qu'elles accumulent tout un pesticide dans leurs cellules. Soit parce qu'elles le produisent en permanence, c'est le cas du maïs BT, les plantes qui produisent un insecticide qui leur permet de résister à un insecte ravageur, soit parce qu'elles l'absorbent par leurs racines, ou par les feuilles, ou peu importe, parce qu'on les a rendues résistantes à un herbicide. Donc elles sont capables de l'absorber, et donc de l'accumuler dans leur tissu. Donc elles accumulent un pesticide, soit parce qu'elles le produisent, soit parce qu'elles l'absorbent. Et donc, la question qu'on est en droit de se poser, c'est de se dire, cette plante, certes c'est une plante, mais puisqu'elle accumule des pesticides, ou elle est susceptible d'en accumuler, c'est aussi potentiellement un pesticide. Donc la moindre des choses serait que cette plante soit évaluée certes comme une plante, et ça c'est fait, mais qu'elle soit également évaluée comme un pesticide. Or, il n'y a absolument aucune législation européenne qui oblige d'évaluer ces plantes comme des pesticides.
La législation européenne sur les pesticides, on peut considérer qu'elle est déjà trop laxiste, mais en tout cas, c'est bien carré. Hein, c'est la directive 91/414 qui dit que pour qu'un pesticide soit homologué et obtienne une autorisation de mise sur le marché, il doit avoir subi des tests sanitaires sur 3 types d'animaux pendant 3 mois, dont le rat et la souris, et sur un autre de ces 3 animaux pendant 2 ans, en général le rat, ce qui représente à peu près la durée de vie de l'animal. Eh bien, pour les plantes à pesticides, il n'y a aucune législation européenne. C'est à l'appréciation des instances d'évaluation. Les instances d'évaluation, soit elles disent eh bien, on veut des tests, auquel cas il y en a, soit elles disent on n'en veut pas. Si elles n'en veulent pas, eh bien, il n'y en a pas. Et si elles demandent des tests sanitaires, pour des raisons de secret industriel, c'est la firme semencière qui choisit le laboratoire qui fait les tests. Donc c'est bien sûr un manque de transparence absolument scandaleux, parce qu'il s'agit quand même, si on fait des tests sanitaires, ça veut dire qu'il s'agit de santé publique. Et là, donc, on n'a aucune transparence pour des raisons de secret industriel. Et les quelques résultats de tests sanitaires auxquels on a eu accès, c'est au prix de batailles administratives ou juridiques énormes, notamment sur le maïs BT11 en France, parce qu'il y a un organisme indépendant qui s'appelle le CRIGEN, le Comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, qui a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, pour avoir accès aux résultats des tests sanitaires. Et à ce moment-là, la CADA a donné raison au CRIGEN. Le CRIGEN a écrit au ministre de l'Agriculture en lui disant « Nous aimerions eh bien, avoir le résultat des tests sanitaires sur les rats faits avec le maïs BT11. » Et les tests à 90 jours, c'est-à-dire à 3 mois. Et le ministre de l'Agriculture, M. Bussereau, a répondu, on a la lettre, « Désolé, je ne peux pas vous les donner, puisque ces tests n'excèdent pas 28 jours. » Voilà. Donc, en Allemagne, maïs Monsanto 863 a été évalué par l'Allemagne, parce que quand un promoteur américain comme Monsanto veut introduire un OGM en Europe, il choisit son pays d'évaluation. Hein. C'était la France pour le BT11, c'était l'Allemagne pour le maïs Monsanto 863. Eh bien, l'Allemagne, là encore, a demandé des tests à 3 mois. Ces tests ont été faits par un laboratoire choisi par Monsanto. Greenpeace en Allemagne a dit on voudrait accéder aux tests. Non, non, on ne vous les donne pas. Secret industriel. Greenpeace a saisi la Cour de justice allemande, et la Cour de justice allemande a donné raison à Greenpeace, et on a pu accéder aux tests. Et tous ces tests, systématiquement, montrent des différences physiologiques, métaboliques, biochimiques, entre les rats qui ont consommé des OGM et les rats qui n'en ont pas consommé, les rats contrôle, qui ont été nourris avec le maïs correspondant non OGM. Systématiquement. Alors, je ne dis pas que ces résultats sont significatifs, etc., au premier abord. Simplement, il y a des différences entre les rats qui en consomment et les rats qui n'en ont pas consommé. La moindre des choses, c'est de refaire les expériences jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Or, de toute évidence, il y a ambiguïté, puisqu'en France, la Commission du génie biomoléculaire, au vu de ces tests, a dit « nous, on n'accepte pas ». Dans le même temps, l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, a dit « pas de problème, on accepte ». Alors que les experts ne soient pas d'accord sur des résultats scientifiques, ça arrive souvent. Mais à ce moment-là, on refait les expériences jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Or, on n'a pas refait les expériences, et l'Agence européenne de sécurité alimentaire sur le Monsanto 863, vous pouvez aller voir sur le site de l'Agence européenne, vous avez le résultat des études sanitaires qui ont été faites, et on vous donne les différences observées entre les rats qui ont consommé de l'OGM et les rats qui n'en ont pas consommé. Alors, globules rouges plus abondants, globules blancs moins abondants, le contraire, je ne sais plus, différence dans la taille des reins, etc., dans le poids, etc., etc. Et conclusion de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, ces résultats sont statistiquement significatifs, mais biologiquement non significatifs. Donc, avis favorable. C'est-à-dire, on vous dit, l'eau pourrait être polluée, donc vous pouvez la boire. Et pourquoi c'est biologiquement non significatif? Notamment parce que c'est sexe dépendant. Il y a des différences entre les mâles et les femelles. Par exemple, imaginez, vous avez les mâles qui sont tous moins lourds que les contrôles, et les femelles qui sont toutes plus lourdes. Ben, globalement, le poids est bon. Prenez un homme, vous lui mettez la tête dans un four à micro-ondes, vous l'électrez dans un bloc de glace, et vous dites que la température moyenne du corps est bonne. Alors que la moindre des choses, quand on a des différences liées au sexe, c'est de faire des dosages hormonaux. Et ces dosages hormonaux n'ont pas été faits. Donc ce n'est pas sérieux, évidemment. Et puis, parmi les plantes à pesticides, il y a toutes celles qui absorbent du Roundup. Alors le Roundup, vous faites ce que vous voulez, il y en a qui disent qu'on peut en boire, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne vous le conseille pas. Hein? Le Roundup, c'est un cancérigène avéré. Il y a eu des études aux États-Unis qui ont montré que les consommateurs intensifs de Roundup, enfin les utilisateurs intensifs de Roundup, notamment les utilisatrices, avaient un taux de fausse couche supérieur à la fréquence normale, à la fréquence nationale, à la moyenne nationale. Et notamment, des études faites par le professeur Gilles-Éric Serralini à Caen ont montré au niveau moléculaire que le Roundup avait des effets toxiques sur les cellules placentaires, et à des doses inférieures à celles utilisées en agriculture. Donc qui pourrait bien sûr expliquer les fausses couches observées notamment aux États-Unis.
Donc voilà, et malgré ça, on continue à dire que le Roundup est sans danger, etc. Or, on est quand même en droit de se poser la question suivante. Si une plante OGM est capable d'accumuler du Roundup, puisqu'elle y résiste, donc elle ne va pas crever, elle va pouvoir l'absorber, que devient ce Roundup dans la chaîne alimentaire? Que devient-il chez l'animal qui mange la plante et que devient-il chez l'homme qui mange l'animal? Sachant que les pesticides, notamment, s'accumulent de façon générale dans la chaîne alimentaire, notamment on peut les retrouver au niveau des laits des vaches ou au niveau des œufs des volailles. Et ça, c'est extrêmement important parce que la traçabilité, on nous dit 0,9, d'abord 0,9%, ce n'est pas du tout le résultat d'une étude scientifique, 0,9%, c'est un compromis politique entre les bio qui voulaient 0 et les semenciers qui voulaient 2 et 5. Ce n'est pas le résultat d'une étude scientifique, il n'y a personne qui a démontré qu'en deçà de 0,9, il n'y avait pas de danger et qu'au-delà de 0,9, il y avait du danger. C'est un pur compromis politique, déjà. Mais en plus, si vous allez voir un laitier et que vous lui dites garantissez-moi que votre lait est non OGM, il pourra mettre la tête sur le bio et le garantir. Il ne craint rien. C'est-à-dire qu'il est très peu probable qu'on retrouve dans le lait des vaches le gène modifié du soja. Par contre, ce qu'on peut retrouver dans le lait des vaches, peut-être, c'est du Roundup. Donc ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas le gène modifié, mais le pesticide dans ce cas-là. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, la traçabilité. Il faut se méfier par ce qu'on entend par traçabilité. Alors, les risques d'allergie également dus à des protéines codées par les gènes étrangers. Vous mettez un gène étranger dans un organisme, donc vous introduisez un nouvel ouvrier dans l'usine cellulaire, une nouvelle protéine qui pourrait très bien avoir des effets allergisants. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui sont allergiques au poulet, d'autres qui sont allergiques aux crustacés, ils le savent, ils n'en mangent pas. Bon, très bien, le tout c'est de le savoir. Or, on fait un nouvel aliment de toute pièce, en quelque sorte, il faut quand même savoir si ce qu'on a mis dedans n'est pas allergisant. Et il y a eu quand même déjà un exemple avec le soja, dans lequel on avait mis le gène de l'albumine de la noix du Brésil pour enrichir les protéines du soja en soufre, parce que l'albumine est très soufrée, et on a besoin aussi de soufre dans l'alimentation animale. Eh bien, donc, pour enrichir la teneur en soufre des protéines du soja, on avait rajouté un gène de la noix du Brésil qui détient le secret de fabrication d'une protéine très riche en soufre, l'albumine 2S. C'était pas très malin parce que cette albumine était déjà connue pour être allergisante chez les consommateurs de la noix du Brésil. Et ça a été le cas, bien sûr, du soja en question, dont tous les stocks ont été détruits. Le tout est de savoir si on pourra toujours détruire à temps. La présence dans tous les OGM d'un gène enfin dans tous, dans la majorité, dans un grand nombre. Maintenant, il y a une législation qui prévoit que ces gènes de résistance aux antibiotiques soient progressivement éliminés. Mais il y a, dans la plupart des OGM, notamment les OGM à pesticides, donc qui sont les majoritaires sur la planète, des gènes de résistance aux antibiotiques. Pourquoi? Alors c'est un peu compliqué, mais c'est pour un souci technique. C'est-à-dire que pour faciliter le travail du chercheur qui est en train de construire son OGM, quand on met un gène étranger dans une plante ou dans des cellules de plante, il y a quelques cellules qui vont récupérer le gène étranger et pas les autres. Il faut qu'on puisse de l'extérieur repérer quelles sont celles qui ont gobé l'ADN. Eh bien, on rajoute en plus du gène d'intérêt un gène marqueur qui va nous permettre de les repérer, notamment un gène de résistance aux antibiotiques. Et à ce moment-là, on met de l'antibiotique dans le milieu et toutes les cellules qui n'ont pas récupéré le gène de résistance aux antibiotiques, eh bien, elles sont sensibles à l'antibiotique et elles meurent. Et les seules qui vont survivre sont celles qui ont récupéré le gène étranger, le gène de résistance à l'antibiotique et le gène d'intérêt. Donc c'est un moyen de sélection au cours de la construction de l'OGM. Le problème, c'est que ce gène marqueur n'est pas éliminé a posteriori. Il reste dans la plante, et donc la question qu'on a en droit de se poser, c'est quelles peuvent être les conséquences, là encore, sur la chaîne alimentaire. Quelles peuvent être les conséquences de la présence d'un gène de résistance aux antibiotiques dans une plante consommée par un animal, et quelles peuvent être les conséquences en termes de clinique humaine. Voilà les questions qu'on est en droit de se poser. Les problèmes liés à la perturbation du métabolisme, alors ça on n'en parle quasiment pas, mais quand vous mettez un nouvel ouvrier dans une usine, ou quand vous créez, comme dans le riz doré, une chaîne de montage de toutes pièces, une nouvelle chaîne de montage dans une usine où il y en a déjà plein, des chaînes de montage qui fonctionnent en harmonie, ben, la question évidemment c'est qu'on peut venir perturber tout cet ensemble qui fonctionne en harmonie. Partez pas en courant, je vous montre ceci, c'est une partie, je dis bien une partie seulement de ce qu'on sait, et on ne sait pas tout, de l'ensemble des processus biologiques qui ont lieu dans chacune de nos cellules. Chaque trait, c'est une chaîne de montage ou une chaîne de démontage, ce qu'on appelle une voie métabolique. Et chaque point, c'est un ouvrier de l'usine, c'est une enzyme. Eh bien, voilà, tout ça, c'est un véritable réseau autoroutier qui est complètement interconnecté avec les échangeurs dans tous les sens. Et quand on vient perturber quelque chose là-dedans, bien souvent, on a des effets collatéraux qui sont absolument immaîtrisables. Et les personnes qui font des OGM tous les jours, toutes les semaines, savent très bien à quel point on ne maîtrise pas ces conséquences collatérales. Et donc on nous dit que c'est une technique chirurgicale, on maîtrise tout, c'est faux. Il n'y a pas un seul scientifique au monde, et quel que soit le nombre de prix Nobel qu'il ait pu accumuler au cours de sa carrière, qui soit capable de recenser de façon exhaustive les conséquences à moyen, à court ou à long terme d'une modification génétique sur un métabolisme. C'est pas vrai. Moi, par exemple, j'ai fait récemment dans mon labo, et ça arrive souvent, mais je travaille, moi, sur le métabolisme de l'alcool chez mon champignon. Mon champignon est capable de se nourrir d'alcool.
J'étudie le métabolisme de l'alcool. J'ai inactivé un gène impliqué dans ce métabolisme, c'est-à-dire que j'ai supprimé un ouvrier de la chaîne de démontage de l'alcool. Ben, mon champignon est devenu stérile. Je m'en suis rendu compte par hasard, c'est mon étudiant en thèse qui s'en est rendu compte, il a voulu le croiser et ça ne croisait pas et il a vu qu'il était stérile. Alors maintenant, je me plais à dire que j'étudie les relations entre le sexe et l'alcool chez mon champignon. Mais c'est clair qu'on ne maîtrise pas les conséquences d'une modification génétique. Les personnes qui ont fait le saumon géant, les premiers saumons géants, ils avaient la tête déformée. Un certain nombre de saumons géants avaient la tête déformée. Or, il y a la notion d'équivalence en substance qui vous dit qu'un OGM ne diffère de l'organisme correspondant, conventionnel, que par les caractères exprimés par les transgènes. Saumon géant, il ne doit donc différer du saumon normal que par la taille. Tête déformée. À tel point que les poissonniers disaient, mais on ne voudra jamais de votre truc, on ne va pas mettre ça sur les étals. Et c'est pas grave, vous ferez défiler. Eh bien oui. Donc ça prouve vraiment qu'on ne maîtrise pas. Le riz doré, c'est un riz transgénique qui est donc capable de faire du carotène parce qu'on lui a permis de transformer le GPP en carotène. Mais s'il y a du GPP dans le riz, c'est pas pour faire du carotène puisqu'il n'en fait pas. C'est pour faire autre chose. Et oui, le GPP sert à faire de la vitamine E, des chlorophylles et de l'acide gibberellique qui est une hormone de plante. Eh bien, quand on rajoute de toutes pièces une quatrième chaîne de montage dans l'usine cellulaire du riz pour transformer le GPP en carotène, eh bien, évidemment, tout le GPP qui passe dans la voie rouge ne passe pas dans les voies noires. Et donc, la conséquence immédiate qu'on est en droit d'attendre, c'est une diminution de la production de vitamine E, de chlorophylle et d'hormones de la plante. Alors ça, c'est facile à voir parce que c'est dans la fenêtre où on regarde. Mais le métabolisme, c'est quelque chose de tellement vaste et complexe qu'on ne regarde toujours qu'une toute petite tranche. Et si le phénomène par effet de cascade se passe à côté, ben on ne le voit pas. Alors voilà, les conséquences métaboliques, ça fait partie bien sûr des effets collatéraux de la transgénèse qui fait qu'on ne maîtrise rien ou pas grand-chose. Donc quand on introduit... Alors nous, pour ce qu'on fait dans les laboratoires pour faire de la recherche, c'est pas grave, on étudie un truc bien étroit, etc. Bon, puis s'il y a quelque chose à côté, par hasard, comme ma stérilité chez mon champignon, ben, tant mieux. Ça nous ouvre des portes au niveau recherche. Et on essaie d'établir les connexions. Mais quand on fait une plante transgénique qui est destinée à l'alimentation animale ou humaine, évidemment, il est extrêmement important d'avoir une vue exhaustive de ces choses-là, et c'est absolument impossible. Les risques environnementaux, et je vous rassure, j'en terminerai vraiment là, j'espère que vous avez encore ma cassette. Donc, les risques environnementaux, on vous dit le maïs BT, formidable, plus besoin de pulvériser le BT, il le produit lui-même. Écologique. Sauf qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le paysan qui, par la manière conventionnelle, se débarrasse de la pyrale, le fait quand? Quand le papillon est là. Parce que ce qui est dangereux, ce n'est pas le papillon, c'est la chenille. Donc si on tue le papillon avant qu'il ponde ses œufs, c'est gagné. Autrement dit, il n'y a pas besoin de faire de curatif, il suffit de faire du préventif. Et si le papillon ne vient jamais, bien on ne traite pas. Et il y a des gens qui ne sont jamais embêtés par la pyrale. Eh bien là, la plante, elle produit tout le temps le BT. Elle produit tout le temps, et quand une plante produit une protéine en grosse quantité, ça passe dans les racines, et les racines, c'est des passoires, et ça passe dans le sol. Donc, question, quelle quantité de BT est produite par des hectares et des hectares de maïs par rapport à la quantité pulvérisée dans la méthode conventionnelle? Est-ce que c'est vraiment des quantités moindres? C'est pas si évident que ça. Ça mérite calcul. D'accord? Et puis, en plus, il faut savoir que, puisque la plante produit tout le temps le BT, le risque, c'est de voir apparaître des insectes résistants. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous produisez tout le temps du BT dans un environnement donné, il y a parmi les populations de pyrales, naturellement, des pyrales résistantes. Naturellement, elles le sont naturellement. D'accord? Mais elles sont minoritaires dans la population de pyrales. Eh bien, si vous produisez tout le temps du BT, toutes les sensibles vont mourir. Ne va rester que les minoritaires, qui sont donc les pyrales résistantes. Ce sont donc les seules qui vont se reproduire. Et alors qu'elles étaient minoritaires, elles vont donc devenir majoritaires. C'est-à-dire que ça, c'est un aspect très particulier du risque environnemental lié aux OGM, c'est que ce n'est pas un risque qui se dilue dans le temps, c'est un risque qui se concentre dans le temps. Soit par les effets de pression de sélection comme là, soit, je vais en parler juste dans un instant, par l'avantage procuré par le gène étranger. Les plantes résistantes aux herbicides, alors là, on peut toujours nous dire que le but de tout ça, c'est de mettre moins de pesticides. Quand on fait une plante qui résiste à un herbicide, le but, c'est pas de plus utiliser l'herbicide, c'est de pouvoir l'utiliser sans risquer de tuer la plante. D'accord? Et donc, dans les faits, ce qui se passe, eh bien, les gens, ils vont à foison parce que leur plante est résistante, ils n'ont plus de précautions à prendre. Et on voit aux États-Unis, les gens qui vont sur des énormes surfaces par hélicoptère, et donc là, ils peuvent pulvériser sur la plante résiste. Et du coup, on sait très bien que la quantité de Roundup a considérablement augmenté au Canada et aux États-Unis depuis qu'on utilise des variétés transgéniques qui sont résistantes au Roundup. Donc évidemment, ça fait tout à fait l'effet contraire que celui qu'on nous prétend. Et puis, il y a, je vais prendre un exemple de risque avec les animaux transgéniques, le poisson géant. Je vais prendre l'exemple d'un poisson qui s'échappe.
On me dit, oh, bah alors on ne peut plus rien faire, etc. Évidemment, bon, on vit dans une société à risque, de toute façon, tu vas partir en voiture, tu vas avoir un accident, etc. Sauf que si j'ai un accident de voiture, ça n'a aucune raison, a priori, d'engendrer un plus grand nombre d'accidents sur l'ensemble du pays ou sur l'ensemble de la planète. Alors que là, je prends un poisson géant qui s'échappe de la pisciculture pour aller dans l'environnement naturel. Un poisson géant. Il fait 5, 6, 7 fois sa taille. Il devient donc un prédateur de poissons dont il n'était pas le prédateur. Donc déjà, il risque de porter atteinte à des espèces avec lesquelles il aurait dû cohabiter, au lieu de les dévorer. Et comme il est beaucoup plus gros que ses congénères, il va donc avoir un avantage sélectif, puisqu'il va pouvoir se nourrir plus facilement et donc se reproduire plus facilement. Il va donc aller fricoter avec des femelles auxquelles il va donner son gène d'hormone de croissance. Les femelles vont faire des petits qui vont devenir très gros. Et très vite, il n'y aura plus que des gros. Avantage sélectif, événement rare aujourd'hui, événement majoritaire demain. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de raconter et que vous n'avez pas encore vu, allez voir le film Le Cauchemar de Darwin et vous verrez comment l'introduction de 3 perches dans le lac Victoria un bel après-midi, le lac Victoria c'est très grand, hein, ce n'était pas des perches transgéniques, mais des perches qui n'avaient rien à faire là, eh bien aujourd'hui, tout le système, l'écosystème végétal animal a disparu du lac, à tel point que les perches pour se nourrir n'ont plus d'autre solution que de devenir cannibales et de se manger entre elles. Et puis, il y a les risques de pollution génétique. Dernier aspect, la pollution génétique, c'est quoi? Eh bien, c'est le risque que le gène étranger que vous avez mis volontairement dans une plante se retrouve involontairement dans une autre ou dans un autre organisme. D'accord? Alors, il y a 2 types de pollution génétique. Il y a la pollution verticale, la pollution horizontale. La verticale, c'est des parents aux enfants. Donc, pour les plantes, hein, parents aux enfants, c'est la voie sexuée. Pour les plantes, c'est par le pollen. D'accord? Alors, je vais prendre l'exemple du colza. Le colza, eh bien, c'est une plante qui a une pollinisation qui se fait à la fois par le vent et par les insectes, mais de toute façon, qu'elle se fasse que par l'un ou que par l'autre, je ne vois pas comment on peut maîtriser la propagation du pollen dans l'environnement. Bon, enfin bon, c'est une autre histoire. Donc là, en plus, le colza est capable de se croiser avec des plantes adventices, c'est-à-dire des plantes sauvages qui poussent dans les champs de colza, et donc qui sont capables du coup de récupérer, par exemple, le gène de résistance au Roundup. Et au Brésil, dans les États du Brésil, où il y a beaucoup de colza au Roundup, au Canada, etc., on voit de plus en plus du colza sauvage, des plantes adventices de colza, qui poussent donc sur le bord des routes ou sur les lignes de chemin de fer, et dont on ne peut plus se débarrasser, en tout cas pas avec du Roundup, puisque c'est résistant. Et il y a une mauvaise herbe, la ravenelle, qui est capable de se croiser également avec le colza. Alors là encore, un pied de ravenelle, un seul pied qui récupère le gène de résistance. Oh, bah, c'est un pied. Hein. Eh bien oui. Mais comme on met beaucoup de Roundup quand on a des plantes résistantes au Roundup, le seul pied qui est résistant, il va avoir un avantage sélectif énorme par rapport à tous ceux qui ne le sont pas. Tous les autres vont crever, c'est le seul qui va pouvoir survivre, c'est le seul qui va se multiplier, et ce pied de ravenelle qui était unique va devenir majoritaire. Événement rare aujourd'hui, événement majoritaire demain. Extrêmement important. Et puis, tous les gens qui font du colza le savent, il y a une survie des graines pendant 15 ans, hein, donc évidemment, c'est absolument incontrôlable, les repousses. Et puis, et ça, c'est pas spécifique au colza, hein, il y a également le flux de graines par les oiseaux, par les rongeurs, etc., qui entraînent des repousses absolument incontrôlées. Alors ça, c'est des expériences faites par le CIRAD pour étudier la propagation du pollen dans l'environnement, parce que les plantes, elles n'ont pas attendu elles ont attendu les chercheurs pour disséminer leur pollen. Bon, enfin bon, vous avez au centre, je ne sais pas si vous voyez là, un petit cercle blanc qui délimite un champ de colza transgénique de 9 mètres de diamètre. Et autour, vous avez un champ de colza conventionnel de 110 mètres de diamètre, 55 mètres de rayon. Alors, si le champ est circulaire, ce n'est pas pour que les faucheurs le reconnaissent plus facilement. C'est pour étudier la propagation du pollen dans toutes les directions. Sauf que le pollen ne s'arrête pas à 55 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière allemande. Et on a osé appeler ça de la recherche. Alors admettons qu'on veuille quand même étudier la propagation du pollen dans une niche écologique donnée, en fonction de la falaise, en fonction de ceci, en fonction de cela. Ok. Mais un essai, ça doit être une simulation, ça doit être non dangereux. Quand on fait une simulation d'une attaque chimique dans le métro pour entraîner la coordination des secours, on met tous les ingrédients, mais on ne met pas l'agent chimique quand même. Et bien là, on fait la plante transgénique. Alors que, je suis désolé, mais moi il y a 15 ans, j'étais encore étudiant sur les bancs de la fac à Bordeaux, eh bien j'apprenais comment on distinguait dans la nature une plante d'une autre, et donc comment éventuellement on pouvait suivre le pollen d'une plante parmi d'autres plantes grâce à ses empreintes génétiques. Donc on peut très bien étudier la propagation du pollen d'une plante donnée sans prendre une plante transgénique. Là aussi, on nous ment. Et quand on nous dit, mais si vous voulez qu'on en sache plus sur les risques, laissez-nous faire les expériences. Mais non. Les expériences, soit on les fait en serre, soit on les fait avec des plantes conventionnelles en plein air. Et une fois qu'on a démontré qu'il n'y avait pas de danger, si toutefois on est capable de le démontrer, alors éventuellement, on passe en plein champ. Mais pas avant. Et puis, il y a la pollution horizontale. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. La pollution horizontale, c'est quoi? C'est
le risque que de l'ADN, du matériel génétique, passe d'un organisme à un autre, mais par contact direct. Parce qu'il y a notamment dans le sol des tas de micro-organismes, des bactéries, des champignons, qui sont capables de gober de l'ADN naturellement. D'accord? C'est ce qu'on appelle le transfert horizontal. Eh bien, notamment quand j'étais témoin au procès de Toulouse, j'ai potassé particulièrement en détail la notification du projet de dissémination du maïs BT11, qui était l'un des maïs cultivés à Mainville, et donc qui avait été fauché par quelques forcenés. Eh bien, ce maïs BT11, il est dit dans la notification de projet de dissémination, il est dit ceci pour le transfert horizontal. Transfert horizontal, 2 points. À ce jour, c'était en 2003 pour une demande d'autorisation en 2004. Selon les données de l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, en 2002, les données de l'AFSA de 2002, aucune étude scientifique mettant en évidence ce phénomène n'a été publiée. Je veux dire, un biologiste qui nie le transfert horizontal, c'est un astrophysicien qui nie que la Terre est ronde. C'est-à-dire que si un étudiant nous met ça dans une copie, il a 0 pointé. Et c'est écrit en toutes lettres dans le projet de notification de dissémination. Et moi, je suis allé sur le moteur de recherche qu'utilise tout scientifique pour faire sa bibliographie. J'ai tapé transfert horizontal sur les 10 dernières années, 94-2004, 256 publications. Alors bien sûr, elles ne parlent pas toutes de transfert horizontal entre plantes transgéniques et autre chose. Il y en a 5 ou 6, je ne sais plus exactement, au moins 5 en tout cas, qui en parlent sur les 256. Transfert horizontal entre une plante transgénique et des micro-organismes du sol. Ça a été démontré entre une betterave transgénique et une bactérie du sol. Notamment, c'est le gène de résistance à l'antibiotique qui était utilisé comme gène marqueur dans la betterave, qu'on a retrouvé dans une bactérie du sol. Ça, c'est des études qui ont été faites en serre, confinées, donc en laboratoire. Également, on a retrouvé gène de résistance aux antibiotiques qui est passé du maïs transgénique ou du tabac transgénique à une bactérie et à un champignon microscopique qui vit au contact des racines. C'est publié, et on dit le transfert horizontal n'existe pas. Alors quand vous êtes dans un débat contradictoire et qu'on dit ça, on dit oui, bon d'accord, mais c'est très faible, les probabilités sont très faibles, etc. Probabilité très faible. Mais réfléchissons, attention à la probabilité très faible. Événement peu probable aujourd'hui, événement majoritaire demain, premièrement. Deuxièmement, ces études qui sont faites en laboratoire sont faites entre un organisme donneur qui est la plante et un receveur qui est un microbe. Mais dans le sol, il y en a des millions de microbes dont on n'en connaît que 5%. Donc risque forcément augmenté. Et puis, quand on cultive des hectares et des hectares de maïs, par exemple, donc localement, on a donc une concentration locale extrêmement importante du gène polluant potentiel. Et, dernier point, et ce n'est pas le moindre, tous les essais OGM en plein champ, en fin d'essai, sont détruits par broyage et enfouissement dans le sol. Ce qui est l'aberration la plus totale, puisqu'on libère ainsi considérablement l'ADN dans le sol, et donc on augmente les probabilités de transferts horizontaux entre la plante et les micro-organismes du sol. Donc, évidemment, pour toutes ces raisons, les évaluations en termes de probabilité qui sont faites à l'issue de ces études sont nettement en deçà de ce qu'elles peuvent être dans la réalité. Mais à part ça, le transfert horizontal n'existe pas. Je vous donne quand même un exemple concret. Donc voilà, je vous ai parlé des plantes qui résistent au virus. Ce sont des plantes dans lesquelles on a introduit un gène du virus. Et quand le virus attaque, on ne sait pas pourquoi, le fait qu'il y ait déjà un gène à lui, il n'arrive pas à se multiplier. Le gène du virus est en bleu. En marron, c'est un chromosome de la plante dans lequel on a mis le gène du virus. Le virus arrive. Il injecte son ADN dans la plante, c'est comme ça qu'il se multiplie après, hein, d'accord? Il a bien sûr lui-même le gène qui est là en bleu, il l'a lui aussi. Je l'ai mis en violet pour que vous puissiez le distinguer. Mais aussi parce qu'il est un petit peu différent. Hein, nous, on a tous un nez, mais il n'a pas la même forme. On a tous des yeux, mais ils n'ont pas la même couleur. C'est-à-dire qu'on a tous des gènes qui sont identiques dans la fonction, mais qui ne sont pas tout à fait identiques dans la séquence, ce qui fait qu'on est tous un petit peu différents. Eh bien, ces deux gènes qui sont les équivalents fonctionnels ne sont pas tout à fait identiques dans la séquence, ils ont des petites différences. Mais comme ils se ressemblent beaucoup, ils peuvent échanger des morceaux entre eux. Ça s'appelle la recombinaison dans notre jargon. Et ça conduit à un virus recombinant dont le gène est ce qu'on appelle mosaïque, c'est-à-dire constitué en partie de ce qu'il était au départ et en partie de ce qu'il a récupéré dans la plante. Eh bien, à la station, au département de pathologie végétale de l'INRA de Versailles et de biologie cellulaire de l'INRA d'Avignon, eh bien, ils ont effectivement montré, dans un certain nombre de cas, que ces virus recombinants étaient beaucoup plus virulents que les virus de départ. Et donc, ils étaient, non seulement la plante n'y résiste plus, mais donc ils peuvent se multiplier, se propager et aller contaminer notre plante et donc emmener ce gène mosaïque ailleurs. Voilà un exemple concret de transfert horizontal qui, du coup, avec les virus, peut se faire eh bien, de plante à plante. Voilà. Mais à part ça, le transfert horizontal n'existe pas. Donc vous l'avez compris, pour moi, c'est pas ça l'important, mais je vous le dis quand même, les organismes génétiquement monstrueux, ce sont les OGM qu'on dissémine de la nature. Parce qu'on ne maîtrise rien ou pas grand-chose, et surtout parce que je considère que le processus qui consiste à nous imposer, parce qu'il s'agit bien de nous imposer, les OGM sur la planète est un processus antiscientifique et antidémocratique. Antiscientifique parce que lorsqu'on est confronté à un sujet de recherche
par exemple, comment s'affranchir des dégâts occasionnés par la pyrale sur le maïs. C'est un sujet comme un autre. Eh bien, on doit, en tant que scientifique, mettre à plat toutes les alternatives. La transgénèse en est une, certes, mais il y en a d'autres. Et pour chacune d'elles, on doit regarder quelle est la faisabilité, quels sont les risques. On doit faire le rapport des deux. Et si les risques sont mal maîtrisés par rapport à la faisabilité ou par rapport aux avantages potentiels que ça procure, eh bien, posons-nous la question des alternatives. Peut-on faire autrement? Peut-on arriver au même résultat sans courir les mêmes risques? Et si on posait systématiquement cette question des alternatives, eh bien, on se rendrait compte dans le domaine agricole que faire appel à la transgénèse, c'est déplacer une grue pour soulever un grain de sable. Et quand je dis que c'est un déni de démocratie, c'est que pour discuter des alternatives, quand il s'agit d'un problème agricole, la moindre des choses, c'est d'en discuter avec les agriculteurs. Et lorsqu'il s'agit donc d'un problème agroalimentaire et d'un problème agricole, d'en discuter aussi avec les représentants des associations de défense de l'environnement, les représentants des associations de défense des consommateurs, etc., etc. Or, ça reste un débat scientifico-scientifique qui met l'ensemble des citoyens devant le fait accompli. Et puis, si la planète est déjà une vaste poubelle, ce n'est pas une raison pour en faire une vaste paillasse de laboratoire. Je vous remercie.